Et on est connecté. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va toujours comme d'habitude attendre un petit moment puisqu'il est 15h pétante. Et on a rendez-vous à 15h. On va vous laisser vous installer derrière vos écrans. Je suis Chef Jésus, donc bienvenue à l'atelier, ici à Bordeaux. Je suis pas tout seul, vous avez Emma qui est derrière ce petit téléphone qui nous permet de nous voir et de passer ce petit moment ensemble. Emma, elle est en école hôtelière à Vatel, Bordeaux. Derrière Emma, vous aurez Marie, qui est à Bordeaux, Bordeaux-Montagne, qui est en fac, qui est aussi en stage à l'Institut Bergonié. Et puis à la modération, aujourd'hui, on a Lisa, qui est derrière son écran et qui va faire l'interface entre vous et moi pour vos questions. D'ailleurs, en termes de questions, je vous en pose une déjà d'entrée de jeu. Lesquels d'entre vous cuisinent? Vous savez qu'on a l'habitude de vous mettre les recettes sur le Facebook. D'ailleurs, pour celles qui ne trouvent pas les recettes, parce que c'est souvent une question qui remonte, dans l'onglet événements, vous avez un onglet discussion. C'est dans cet onglet que vous retrouvez les recettes avec la liste de courses et le déroulé. Donc voilà, qui cuisine avec nous, pour donner aussi un petit peu le rythme. Voilà, c'est vrai que quand personne ne cuisine, je vais des fois un petit peu plus vite et je suis un peu plus attentif quand vous cuisinez en même temps, que vous fassiez un plat ou les deux plats. Il y a du monde, Lisa, pour l'instant? 14. D'accord. Ah oui, je vous laisse vous installer. Lisa, me dites que vous êtes 14 derrière votre écran. Moi, je pense qu'il y avait 2-3 personnes. T'as le bonjour de Audrey, je sais pas si tu te souviens. Et le bonjour d'Audrey. Merci Audrey. Et ben on commence alors du coup, hein, parce que du coup les autres prendront le train en route, mais en tout cas vous étiez... voilà. Merci d'être au rendez-vous. On rappelle qu'on est à nouveau en digital. Les règles sanitaires font que on traîne un petit peu à revenir sur ce cours en présentiel. On en a fait un il n'y a pas très longtemps, voilà, mais du coup on reprend ce rythme. Espérons qu'il soit uniquement passager. Et puis on est aussi en train de travailler, on vous l'avait dit, c'est toujours aussi un souci de financement. On est en train de travailler sur le fait de pouvoir garder une partie de cours en digital, puisque vous le savez, je vais replanter un petit peu le décor. Ces ateliers qui s'appellent Qu'est-ce qui se mijote, qui existent déjà depuis 6-7 ans, en collaboration avec l'Institut Bergonié, se font normalement dans mon atelier ici rue Pelleport à Bordeaux, en présentiel, voilà, par petits groupes de 7-8 personnes. Et donc ces cours s'adressent aux patients et toutes les personnes qui sont en parcours de soins à l'Institut, voilà, pour amener un peu de fraîcheur, pour amener aussi, vous savez, hein, ma cuisine, elle se veut vitaminée, elle se veut pas thérapeutique, même si je vous amène souvent des petites astuces. Donc voilà, c'est pas forcément une cuisine thérapeutique, je me suis toujours défendu de ça. Par contre, petite nouvelle, parce que je vous informe aussi toujours du travail qu'on fait avec l'Institut. On est en train de travailler sur une nouvelle formule qui va prendre du temps, qui sera livrée à vous sous forme de petites vidéos. On va collaborer avec les diététiciennes de l'Institut Bergonié, et puis avec une olfactologue aussi, pour préparer tout un tas de petites capsules, voilà, d'une minute. On vous livrera des petites recettes ou des petites astuces ou des petites choses pour vous accompagner. Quand on est en traitement, quand on est un petit peu nauséeux, quand on a moins d'envie, quand on a moins d'appétence, on est vraiment en train de travailler là-dessus pour un peu comme une espèce de petite bibliothèque où vous pourrez venir piocher. On ne dit pas qu'on va faire la révolution, mais en tout cas, on a des moyens. Du côté de l'olfactologie, il y a des avancées. Les diètes aussi travaillent beaucoup, et moi, j'amène juste mon petit savoir-faire de simple cuisinier. Mais le tout réuni, ça pourrait amener voilà, un petit peu de ressort dans tout ça. S'il n'y a pas de questions, on va commencer à parler des recettes, et puis on va se mettre en route. Non, tout va bien. Alors Emma va parcourir un petit peu... donc, qui cuisine avec moi, du coup, on n'a pas eu de réponse? D'accord, ok. Pour l'instant, on regarde. Vous êtes confortablement assise chez vous. Je finis de planter le décor pour vous dire que je remercie donc l'Institut Bergonié pour cette collaboration qui dure déjà depuis un petit moment. Et le groupe Pomona, puisqu'il faut savoir que derrière toute réalité, il y a toujours une réalité financière. Donc Pomona qui finance ces ateliers depuis quasiment la première heure. On avait eu Sanofi ainsi qui nous avait financé pendant 2 petites années. Donc merci à eux. Voilà, parlez-en autour de vous. Ça rend les choses
possible. Voilà, pour faire tout ça. Donc on est parti sur une première recette. On va décliner la lentille. Je voulais les faire au mois de janvier, parce qu'il faut toujours manger des lentilles en début d'année, mais du coup, voilà, on saute sur février, il n'y a pas eu d'atelier en janvier. Des lentilles qu'on va décliner en velouté, donc ça veut dire que ces lentilles, on va du coup apprendre aussi à travailler les légumineuses, les mixer, on aura un petit mix d'oignons nouveaux, poireaux, voilà, des petites choses comme ça, de l'ail, de l'oignon. Un petit morceau de pain, là c'est un pain aux figues, que j'ai gardé pour faire les petits croûtons. Un petit peu de carottes, ce sera pour les lentilles. Et on va faire des œufs mollets. On apprendra aussi à cuire les œufs et à regarder un petit peu les temps de cuisson. 3, 6, 9, retenez ça. Ça vous aidera. Mais à partir de quel moment on compte, les 3 minutes, les 6 minutes ou les 9 minutes, on va en parler tout à l'heure. Et puis on va passer après sur une autre recette. Pour peut-être celle qui a... J'ai fait un livre avec les éditions Sud-Ouest il n'y a pas très longtemps, et les sirops Menot. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez retrouver 2 sirops ici. Maison Menot, c'est donc une maison qui est à Saint-Loubès, pour celles qui sont autour de Bordeaux, et qui font du sirop bio artisanal. Le quinoa, que j'affectionne beaucoup, mais que souvent on ne sait pas cuisiner. Vous allez voir que là on va le cuisiner comme un pilaf, c'est-à-dire juste avec l'eau dont il a besoin pour devenir comestible. Donc on va peser aussi les choses aujourd'hui. Et puis des petits nuggets de poulet, parce que combien de fois quand je suis aux caisses des supermarchés, je vois des nuggets industriels. Ne lisez pas les... Enfin, si, lisez ce qu'il y a derrière les étiquettes de nuggets industriels. Vous allez vous faire peur une bonne fois pour toutes, et vous verrez qu'après c'est pas très compliqué à faire. Et tant qu'on était dans le fait maison anti-industriel, eh ben le ketchup, qui est peut-être le produit le plus galvaudé dans l'industrie, on va faire un petit ketchup maison, nous-mêmes, et je vais vous montrer que ça n'a rien de très compliqué. On démarre si vous voulez, du coup. Et s'il y a des questions, donc je rappelle que ce moment il est fait pour vous et par vous, donc n'hésitez pas à passer par Lisa sur des questions, des choses qui vous turlupinent, en lien avec les recettes, ou s'il y a aussi des questions qui vous embêtent sur d'autres choses du quotidien, évidemment en relation avec la nourriture. Hein. Je ne vais pas pouvoir vous répondre sur d'autres questions. Pour la marche à suivre, on va démarrer donc du coup par lancer les 2 cuissons les plus longues, puisqu'on a les lentilles, à peu près 30-35 minutes, et le quinoa, un petit peu plus court, 20-25 minutes, et on va se débarrasser de ces 2 choses-là pour ensuite se consacrer au reste des cuissons. Alors, je vais attraper les premiers éléments, et puis l'idée aussi, c'est de vous montrer des petites astuces de découpe, de taillage, des choses à faire et pas faire, et peut-être une première chose aussi, essentielle, quand on cuisine et qu'on prépare des choses, partir toujours du principe que la planche à découper ne sert à faire que du propre, et que on ne fait pas d'épluchage ou de choses dites souillées sur une planche à découper. Donc vous voyez là, j'utilise un petit récipient, ça peut être chez vous une assiette. Pensez à utiliser par exemple les poches quand vous achetez des légumes dans les grandes surfaces. Souvent on a des boîtes entières ou des poches de poches. Je vous vois sourire, je sais que voilà, c'est pareil chez tout le monde. Utilisez ces poches pour mettre vos déchets comme ça avant de partir à la poubelle ou pour faire d'autres choses. Je vais laver cette carotte rapidement. Et là, on va la tailler en tout petits morceaux. Là aussi, pour ne pas vous couper, pensez toujours à couper de cette façon-là. Souvent, vous avez tendance à mettre la carotte debout et à vouloir couper du haut vers le bas. Ce qui est, à mon sens, la façon la plus dangereuse de couper un légume, puisque si le couteau part vers l'extérieur, tout va bien, mais s'il part vers l'intérieur, il risque de rencontrer votre main. Et là aussi, blessure assurée. Toujours pareil, l'idée, c'est d'avoir une base plate. Plus je vais découper un légume sur une base qui bouge, plus je vais avoir des chances de me couper. Et regardez comment j'obtiens une base plate, tout simplement en coupant les légumes en 2. Et regardez aussi la façon dont je coupe. Je vais toujours me servir de mon bras et du poids de mon corps aussi pour aller découper. C'est-à-dire que je ne fais pas simplement une pression ici sur la lame, mais je coupe un petit peu, vous voyez, vers l'extérieur. C'est-à-dire que mon couteau a tendance à aller tomber vers l'avant et je tire. Et là, vous verrez que je vais vous montrer ici, vous allez mieux comprendre. Regardez, je me pose ici et je vais vers l'extérieur et je reviens. Je vais vers l'extérieur et je reviens. Et vous allez voir que comme ça devient beaucoup plus facile de couper que là où vous avez l'habitude de vouloir faire ça, du coup,
ce qui sollicite beaucoup votre couteau, ce qui fait ce petit bruit désagréable que je déteste parce que plus vous tapez votre couteau sur les planches et plus vous émoussez votre lame et plus vous l'abîmez et moins votre couteau va couper. Donc pensez bien à plutôt tailler, vous voyez, c'est comme si on ciselait, c'est-à-dire que au lieu de faire ça, je vais plutôt vers l'avant et vers l'arrière. Et vous verrez que avec ce mouvement-là, non seulement vous allez économiser la force de votre bras, donc à force, au fur et à mesure que vous allez couper vos carottes, vous allez avoir moins mal au bras. Et c'est aussi un facteur important hein, quand on est en parcours de soins, quand on a des petites fatigues passagères, on fait aussi attention à ses muscles et à son organisme. Allez, je continue de tailler. Et vous voyez là encore, petite brunoise, voilà. Si c'était plus gros, on aurait appelé ça une mirepoix. Si c'était encore plus gros, 1 cm, on aurait appelé ça une taille macédoine. Hein. C'est un petit peu les différentes tailles qu'on donne. Voilà. Autre astuce, si vous voulez pas découper de cette façon-là, et moi je l'utilise souvent aujourd'hui, j'ai pas sorti le robot, mais votre robot coupe, ou alors ça revient à la mode, les petits mini hachoirs. Alors je dis Cède, Moulinex parce que c'était la mode. Le petit mini hachoir qui servait à faire les herbes. Vous mettez vos bouts de carottes dedans, vous faites 2-3 pulses comme ça, 2-3 petits allers-retours, vous allez obtenir un hachis de légumes. Et ce petit hachis de légumes, on le met dans notre velouté. Voilà. Là, ce que je vous fais, c'est des coupes un petit peu qu'on utilise quand on fait, par exemple, les risottos ou d'autres genres de choses. Ça va, tout le monde suit? Pas de questions, non? Vous êtes bien silencieuse aujourd'hui, je trouve. Allez, racontez-moi un peu ce que vous avez fait à manger à midi, peut-être, ou qui est venu, Audrey, là, qui nous faisait un petit coucou, là, qui est venu aux derniers ateliers. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. On vous réserve pour la rentrée, en allant vers les beaux jours, quelques sorties sous forme de food tour. Hein. On avait déjà fait des petites choses au Capucin ou dans les magasins. On va le refaire là au mois de mai, au mois de juin, dès qu'il va faire beau. Des petits tours dans les boutiques et dans les épiceries à Bordeaux. Ce sera pas forcément un cours de cuisine, mais en tout cas un moment convivial, voilà, et de pouvoir goûter. Vous savez que je vous réserve toujours des petites surprises dans les magasins. Donc l'occasion de pouvoir se balader ensemble. Pour ça, vous passez par les Ries, hein, à Bergaux, et vous demandez à vous inscrire sur les cours. Bergonier a déjà tout le calendrier des prochains cours et des prochaines balades. Voilà. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, hein, on laisse toujours la possibilité de venir accompagner d'un proche, voilà, si vous avez envie aussi d'être guidé ou d'être accompagné ou de partager ce moment-là avec quelqu'un qui est important pour vous. Allez, je finis avec les carottes, et puis on va passer ça en cuisson, tout simplement. Donc pour démarrer ici, nos lentilles, on va parler un petit peu de cuisson. D'ailleurs, je vous pose une question et vous passez par Lisa pour pouvoir répondre. Avec quel type de matière grasse avez-vous l'habitude de cuisiner à la maison? Alors, je parle aussi bien des huiles que peut-être du beurre ou de la margarine. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez, vous, chez vous. Nous, en attendant, ici, on va utiliser du beurre. Alors, pour 2 raisons, hein, petit carré de beurre. Et je vais le couper avec un petit peu d'huile d'olive. Celle-là, elle arrive juste d'Espagne. C'est la dernière pression de mon cousin. Voilà. Ici. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas allumé le feu en fait. Hein. J'ai mis... J'attrape un petit chiffon. Voilà. J'ai mis ma matière grasse dans une casserole qui n'est pas encore allumée. Ça, c'est la règle en cuisson. Je pense pas détenir souvent la vérité, mais là, je pense ne pas me planter. En fait, vous savez, je compare souvent la cuisson à la conduite. Hein. En général, quand vous montez dans votre voiture, elle est éteinte. Enfin, vaut mieux, hein, sinon c'est que vous avez un problème. Donc pour les casseroles, c'est pareil. Vous avez souvent tendance à d'abord allumer le feu et mettre les corps gras après. Dites-vous que tous les corps gras, ils ont une stabilité et ils ont un point de rupture. Hein, ça s'appelle le point de fumée, vous en entendez souvent parler. Si vous avez un corps gras qui fume dans une casserole et que vous n'avez pas commencé à cuisiner, ça veut dire que vous avez tout simplement flingué votre corps gras, les molécules sont détruites et vous avez dépassé le seuil que le corps gras peut accepter. Alors si on place un petit peu les corps gras sur une échelle de
robustesse, on va dire. On va avoir en bas les margarines, les beurres, donc ça c'est pour tout ce qui est végétal, animal pour le beurre, bien évidemment, c'est issu du lait. Et puis après on va avoir les huiles de pépins de raisin, les huiles d'olive, dans les plus costauds effectivement pépins de raisin, les huiles de noix, de noisettes, plutôt fragiles, même si on peut cuisiner avec, à condition de ne pas mettre les feux trop forts. Et puis dans le trio de tête, l'huile de palme. C'est pas pour rien hein, que dans les fast-food on utilise l'huile de palme, hein, c'est parce qu'elle est ultra costaud et on sait les ravages que ça fait derrière quand on utilise beaucoup trop ces huiles-là. L'huile de noix de coco, et aujourd'hui vous avez des huiles de noix de coco dénaturées, c'est-à-dire sans odeur, puisque le seul reproche qu'on pourrait lui faire à l'huile de noix de coco, c'est que elle a quand même un méchant goût de noix de coco, normal, elle vient de là. Et l'huile de riz, beaucoup utilisée pour faire frire les nems ou beaucoup utilisée dans la cuisine asiatique parce qu'elle a une résistance assez importante. Par contre, l'huile de riz, si vous en utilisez à la maison, vous verrez, elle est prégnante. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez fait frire des nems à l'huile de riz, vous savez pendant plusieurs jours dans la maison que vous avez utilisé de l'huile de riz. Hein, c'est vraiment, ça s'accroche au mur. Alors, pourquoi, en attendant, je meublais un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Marie va plonger dans la casserole, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Le beurre a fondu. Je suis sur un feu à ras les pâquerettes, hein. Sur mon induction, je suis de 0 à 9. Là, je suis sur 3. L'idée, c'est de mélanger les deux corps gras. Ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que la volonté première, c'était de cuisiner au beurre. Et le beurre est une matière grasse qui brûle très très vite. Donc prenez l'habitude de couper votre beurre avec l'huile de pépins de raisin, arachide, ce que vous voulez, tournesol, avec un mouvement un peu plus costaud, qui fait que votre beurre va brûler 2 fois moins vite si vous le mélangez avec de l'huile que si le beurre avait été tout seul. Voilà. Et justement, en termes de quantité, vous voyez, je me suis un petit peu lâché, j'en ai mis un petit peu trop. Pas de panique, comme de toute façon tout à l'heure on va faire du quinoa. Voilà, vous n'avez pas besoin forcément de autant de matière grasse. Si, je vous ai entendu dire, le chef il a mis beaucoup de gras. Oui, c'est pour ça que j'ai enlevé. Et là, du coup, on met un petit test, c'est-à-dire que je mets quelques carottes ici, tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir démarrer la voiture, donc je vais monter mon feu, ici, tout simplement. C'est quoi ce petit test ? C'est surtout un test sonore, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis vos légumes, eh ben, voyez. Voilà, c'est ça que j'attendais. Que ça rissole un petit peu. Allez, je crois qu'il y a quelques questions et on va laisser Lisa nous poser ses questions. C'est plutôt, on a répondu à votre question. Ah, ok. Naina qui a préparé un couscous hier. Top. C'est un de mes plats préférés. Et ensuite, avec de l'huile d'olive. D'accord. Et ensuite, on a Angélique, quand vous avez posé la question sur le type de graisse qu'on utilise, il y a Angélique qui a répondu la graisse de canard. Ouais. Et il y a Elodie qui a répondu un mélange d'huile d'olive et de beurre. Ok. Ouais, huile d'olive, beurre croisé. Graisse de canard, toujours pareil, hein, ça a quand même un goût ça donne le goût de la graisse de canard assez costaud. Pensez aussi, si vous n'avez pas de graisse de canard ou parce que vous avez un reste d'une boîte de conserve ou vous en avez acheté exprès, quand vous faites le magret, si vous n'utilisez pas la peau du magret, vous pouvez la conserver. Les anciens faisaient ça. Vous prenez la peau du magret, vous la coupez en petits cubes et vous la mettez dans un pot suffisamment grand dans lequel il y a du gros sel. Le gros sel va cuire un peu ces petits bouts, ça va les conserver. Et après, quand vous voulez cuisiner, on faisait ça dans les campagnes, on attrape ces petits bouts de gras. Il y a déjà du sel dedans, on met ça dans des casseroles, dans des poêles. Et du coup, vous avez déjà la matière grasse et en plus déjà salée. Je continue avec donc carottes, on va mettre un petit peu de vert. Donc j'ai choisi ici un petit bout de céleri. Le céleri branche, c'est ce qui va remplacer quasiment tous vos bouillons cubes. Hein. Vous savez que je fais un petit peu la bière au bouillon cube, même les bio, parce que souvent, si vous regardez, il y a beaucoup d'arômes de synthèse, il y a beaucoup de conservateurs dans ces choses-là. Alors que là, si vous voulez simplement avoir le petit bout du bouillon cube, vous allez l'obtenir avec le céleri. Et je rajoute mes éléments. Vous avez vu toujours avec le dos du couteau. Hein. Plus vous traînez une lame sur son fil, plus vous abîmez votre couteau. Donc pour faire une base de lentilles, carottes, oignons, navets, vous allez voir, il n'y a pas besoin de grand chose. Là, je prends juste un petit morceau de poireau, pareil. Et je m'embête pas trop à tailler, les filles, parce que tout simplement, tout ça, ça va être mixé après. Hein. On fait un petit velouté. Aujourd'hui, lentilles vertes.
On peut faire aussi ce même velouté avec des lentilles corail, c'est très très bon. Alors la lentille corail, ça va 2 fois plus vite, hein, ce qu'on appelle la lentille orange aussi, tout simplement. Voilà. Donc j'ai mis un peu de poireau, un peu de céleri branche. Là je vais utiliser, j'ai un petit oignon nouveau. Je voulais juste vous montrer que souvent les parties que vous jetez à la poubelle sont celles en fait qui sont très intéressantes. L'oignon nouveau, c'est un oignon qui est monté, et du coup, on va utiliser aussi toute cette partie-là. Hein. On va revenir là, ça va repartir oignon nouveau, aillé, avec ce qu'on appelle les primeurs et le printemps. En général, on a toute cette cuisine, là, tous ces légumes qui reviennent s'installer. Vous avez vu que j'ai pas trop remué non plus, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui me sert d'indicateur pour savoir si je dois remuer et surtout si ça accroche? C'est le son. Tant que ce son est toujours voilà, constant, petit crépitement, tout va bien, c'est la même mélodie. Et puis, regardez aussi ce qui sort de vos casseroles, soyez attentifs à la vue. Tant que c'est transparent, translucide, c'est de la vapeur. Si c'est un peu plus dru, un peu plus opaque, un peu plus blanc, c'est de la fumée. Et là, on peut un petit peu s'inquiéter. Voilà. Je fais revenir ce petit mélange de légumes, simplement pour lui donner un petit peu plus de goût. On me pose souvent la question de savoir s'il faut faire revenir tout le temps tout ça. On pourrait aussi très bien mettre les légumes, les lentilles et partir en cuisson. Vous aurez juste, si vous goûtez les deux propositions, peut-être dans la cuisine de lentilles qu'on n'a pas fait revenir, un goût peut-être un petit peu moins prononcé, alors que là, du coup, on vient relever un petit peu les goûts en faisant cuire les légumes, hein, en les faisant rissoler tout simplement. On continue un petit peu, je vais mettre un petit peu d'ail dans cette préparation. Et après, on va voir justement comment utiliser nos lentilles. Alors, pour l'ail, je ne sais pas si vous savez, il y a une petite astuce. Si vous avez les mains qui sentent l'ail, vous pouvez utiliser une cuillère en inox. Ça marche très très bien. Et d'ailleurs, vous avez dans certains magasins spécialisés, on vend des savons en inox, donc c'est forme un petit peu oblongue, comme si c'était une grosse goutte d'huile. Et c'est un savon que vous utilisez sans eau, du coup, parce que c'est un socle en inox que vous passez sur les mains. Sinon, à la maison, vous pouvez le faire juste avec une cuillère. Hein. Vous passez vos doigts sur la cuillère. Alors, ça n'enlève pas, ça vous dispense pas de vous passer les mains au savon, mais vous verrez que déjà la cuillère et passer l'inox sur vos mains, ça enlève une grosse partie de l'odeur d'ail. Voilà, pour ceux que ça chagrine. Aujourd'hui, il y a des très bons savons, ça va aussi assez vite. Est-ce qu'on enlève le germe ou pas? Parce que là, vous voyez qu'il y a le germe. Moi, je ne l'enlève pas, ça sert strictement à rien. On dit que enlever le germe, ça rend l'ail plus comestible. Alors, c'est vrai, ça le rend plus digeste. Mais pour autant, ça ne le rend pas complètement digeste. On explique. On a une substance dans l'ail qui nous empêche de digérer. Hein. Certains d'entre vous, moi le premier, quand je mange de l'ail cru, c'est très compliqué après dans la journée, parce que voilà, on le digère pas, donc c'est un peu complexe. Et il se trouve que dans le germe, cette substance, elle est en quantité beaucoup plus importante. Donc le fait d'enlever le germe, effectivement, on enlève une grosse partie de cette substance qu'on a du mal à digérer. Pour autant, on ne l'enlève pas complètement, parce qu'il y en a quand même dans la mousse d'ail. Donc du coup, ça le rend plus digeste, mais pas totalement digeste. Il faut garder ça en tête. Si vous voulez consommer de l'ail et n'avoir aucun problème de digestion, il y a deux méthodes qui s'offrent à vous. Et ça, c'est valable aussi pour le poireau, c'est valable pour les oignons, pour l'échalote, hein, pour tout ce qui fait partie de la famille des AULX, cette famille. C'est simplement de les cuisiner. Donc par exemple pour l'ail, on vous dit souvent qu'il faut le blanchir. Donc vous prenez vos gousses d'ail dans l'eau, une petite casserole, on porte à frémissement 3-4 minutes. Vous pouvez répéter l'opération jusqu'à 3 fois. En général, déjà un petit blanchiment, ça suffit. Sinon, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, et vous passez votre ail coupé en morceaux là-dedans, même pas une minute. Il est cuit. La substance qui vous empêche de digérer, elle a disparu. Et comme ça, vous pouvez le manger. En plus, le reste d'huile de cuisson, vous pouvez ça peut partir dans une base de vinaigrette. Vous rajoutez un petit peu d'huile et vous allez voir, vous avez une vinaigrette comme ça qui a un petit goût un petit peu aillé. Ça reste très intéressant.
Je vais stopper le feu si vous voulez bien. Voilà. On a, je vais vous montrer ici. Voilà, on a nos petits légumes cuisinés. Je voulais juste un petit peu donner un peu plus de goût. Et maintenant, pourquoi je vais éteindre le feu? Pour une chose très importante, c'est que souvent, quand vous regardez les recettes de cuisine, on vous dit, et ça c'est valable pour toutes les légumineuses, on vous dit souvent qu'il faut les faire revenir dans le gras. Ce qui est un non-sens. C'est vraiment une hérésie, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que tout simplement, le but d'une légumineuse, et il y a un terme pour ça qui existe en cuisine et qui est plutôt valable pour le riz, mais on l'utilise aussi pour les autres légumes, c'est qu'en fait il faut nacrer la légumineuse. La nacrer, c'est-à-dire c'est lui mettre le corps gras, va venir un petit peu esquinter la pellicule de la légumineuse. Donc ça se fait pour du riz. Quand par exemple vous faites des riz pilaf, on met souvent un petit peu d'huile dans le riz. C'est pas pour donner du goût, c'est pour voilà, on dit nacré parce que du coup le riz devient un petit peu couleur nacre, un petit peu transparent. Ça va servir à quoi? Ça va servir à une meilleure cuisson, ça va servir à une meilleure absorption du liquide. Donc souvent, on vous dit recette de risotto, faire revenir le riz. Si vous faites revenir le riz, en fait, vous êtes en train de encore plus le dessécher. Vous êtes en train de fabriquer une espèce de pellicule et après, l'eau va avoir du mal à rentrer dedans. Donc toujours, la marche à suivre, c'est toujours d'arrêter le feu. On va en profiter du coup pour mélanger notre légumineuse avec le reste des légumes. Donc on obtient une préparation qui n'est absolument pas comestible, parce que là, en l'état, je peux pas manger ça. Mais vous voyez, ce que je cherche à faire, c'est un petit peu à rendre un petit peu poreuse mes lentilles, hein, grâce à l'huile. S'il n'y en avait pas assez dans votre base de cuisson, on prend la fiole et on rajoute, voilà, là il y a 2-3 gouttes hein, qui sont tombées, et je rajoute un petit peu de matière grasse. Voilà. Je voudrais que vous regardiez cette fiole, hein, parce que souvent on me voit beaucoup rajouter du gras. Je rajoute à chaque fois des petites gouttes. Vous verrez, elle était presque pleine au départ, et vous verrez que on va pas aller très bas dans la descente. Pensez à vous équiper avec des bouchons ou des choses qui vous permettent de faire couler l'huile, en tout cas de maîtriser. Je reproche aux fabricants d'avoir souvent des goulots très gros. C'est volontaire, hein, c'est pour que vous consommiez plus vite et que vous retourniez plus vite à la source. Mais si vous avez... ça vient d'Espagne, mais ça se trouve dans certains magasins en France. Ça vous permet vraiment de contrôler et vous verrez que ce que vous investissez dans une fiole ou dans une burette, vous allez tout simplement l'économiser par rapport à la consommation. Alors pour deux raisons, hein, on pense au porte-monnaie, mais on pense aussi à notre santé, même si à mon sens l'utilisation des huiles végétales ne sont pas celles qui représentent le plus grand danger pour la santé. Voilà. Une petite allusion au Kinder Bueno ou des choses comme ça. Mais bon, là, on n'en a pas mis de Kinder Bueno à l'intérieur de nos lentilles. On va les saler. Et là aussi, j'entends souvent dire que faut pas saler les lentilles avant parce que ça les fait exploser. Ce qui est, voilà, encore une autre bêtise. Vous pouvez saler avant, après, pendant, pas du tout. Ce qui fait exploser les lentilles, c'est quand vous les avez fait revenir. Puisque là, je vous montrerai à la fin de la cuisson. Une fois qu'elles sont cuites, on peut les sortir, on peut les compter une par une, elles sont pas explosées. Mais si vous les faites revenir dans l'huile, donc contrairement à ce que je vous ai dit, vous n'éteignez pas votre feu et vous les faites rissoler, et vous les faites cuire à l'eau, là effectivement vous verrez qu'elles sont explosées parce que l'eau pour rentrer dedans, elles ont besoin d'éclater les lentilles. Alors, on va rajouter ici de l'eau, maintenant on a le sel, on va mettre un petit peu de poivre. Pensez aux lentilles, hein, c'est quelque chose qui coûte pas cher du tout, c'est quelque chose qui est pas compliqué à faire, et là encore une fois, si j'avais voulu aller plus vite, je prends mon navet, ma carotte, mon oignon, je mets tout ça dans mon petit robot coupe. Je donne des petits coups de hachoir. Vous savez, je vous explique souvent d'utiliser ce qu'on appelle le pulse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tourner votre lame en continu pour hacher vos légumes, vous faites tourner 10 secondes, vous arrêtez. Aujourd'hui, il y a même des boutons exprès. Vous appuyez quand vous relâchez, la lame s'arrête. Vous tournez encore 10 secondes, vous faites ça 3 fois 10 secondes. C'était le principe du mini hachoir. Et là, vous obtenez un petit hachis de légumes qui peut partir directement dans la casserole. Après, on mettra les lentilles. Et du coup, vous avez gagné un temps précieux en découpe et en reste. Voilà. Donc ici, je vais porter à l'ébullition. L'avantage des plaques à induction, c'est que quand vous utilisez ce qu'on appelle ici le booster, c'est-à-dire que je suis en mode maximum, hein, c'est cette
ce petit curseur que j'ai à côté, évidemment, ça va se mettre à bouillir beaucoup plus vite que la musique. Voilà. Et après, on va mettre à frémir, tout simplement. On va se mettre sur 2 et on va laisser cuire tout ça une petite demi-heure bien gentiment. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, les filles, ou tout va bien pour vous? Ouais, on est toujours aussi nombreux. Un peu moins, ok. Ben ça vient, hein, c'est le but de la manip. J'aime bien aussi que vous m'envoyiez vos photos. Si vous refaites les plats à la maison, pensez à m'envoyer des petites photos. Sur les fiches techniques qui sont sur le Facebook, il y a mon 06 en bas, donc je suis toujours content quand on reçoit quelques images de vos réalisations. Moi, je vous montrerai finalement à la fin du cours quelques idées de dressage. Alors, si vous voulez bien, on va passer sur autre chose qui prend un petit peu de temps, qui sont simplement les nuggets de poulet. Marie ou Emma, vous allez m'approcher juste le poulet, parce que là j'avais le bras assez long mais pas là-bas. Donc on va partir. Pourquoi je veux faire ça maintenant? Parce que tout simplement, une fois qu'on va faire la chapelure, la panure, il va falloir aller placer nos nuggets un petit peu au réfrigérateur. Pourquoi? Parce que l'humidité du réfrigérateur va venir un petit peu humidifier la panure. Et vous êtes sûr que avec cette panure chapelure un petit peu humidifiée, elle va pas se décoller du nugget. Donc pensez, quand vous faites vos poissons panés, tous les légumes, tout ce que vous voulez paner, on va voir le process avec nos 3 récipients. Placez-les finalement une demi-heure, voire 1 heure, 1 heure et demie au réfrigérateur sans les couvrir, pour que l'humidité vienne un petit peu humidifier la panure, et vous êtes sûr que vous aurez des choses qui vont pas se décrocher. Nous ensuite on va les cuire tout simplement dans un petit fond d'huile. Je vous montrerai que si votre huile est à bonne température et qu'après vous avez une assiette avec du papier absorbant, vous verrez que finalement vous avez quelque chose qui n'est pas si gras que ça. On reproche souvent, on montre du doigt un petit peu la chapelure comme le mauvais élève de l'alimentation, et une friture bien maîtrisée, c'est pas plus gras. Voilà, une friture mal maîtrisée, forcément ça devient une éponge à huile, et donc vous allez consommer plus d'huile que la normale. Vous avez vu qu'ici, voilà, j'ai porté à ébullition. On remue pour voir s'il n'y a rien à accrocher, mais comme tout est dans l'eau, il y a peu de chances que ça accroche. Et puis je vais laisser ici à couvert. Je me suis mis sur 2, donc vous allez voir que c'est pas, ça demande pas beaucoup d'énergie non plus, beaucoup moins qu'on le pense en tout cas. Souvent vous avez les casseroles à fond. Dites-vous que quand vous mettez un couvercle, déjà, vous augmentez la puissance par 2. Donc du coup, si j'étais à 4 et que je mets un couvercle, ça veut dire que c'est comme si j'étais à 8. Donc ça veut dire que là, il faut que je descende. Donc de 4, je passerai à 2, tout simplement, pour que le feu soit pas trop fort et qu'on économise un petit peu d'énergie. On va partir donc sur notre chapelure. Alors je vais faire un petit peu de place ici. Tout simplement, on va prendre nos petits bols. Ça va nous donner l'occasion. On va récupérer la farine, la chapelure et les œufs, les filles, s'il vous plaît. Voilà. Alors, dans un bol, je vais mettre une partie de ma farine. Je ne suis pas obligé de tout mettre d'un coup. Voilà, tout simplement. Ici. La chapelure, je vous ai pris. Alors, j'aime bien vous faire découvrir des petites choses. On la trouve en grande surface au rayon pays du monde, rayon asiatique, voilà, rayon produits du monde, pardon, pas pays du monde. C'est ce qu'on appelle la chapelure panko. Donc c'est une chapelure de mie de pain, et qui, vous allez voir, est beaucoup plus grossière, donc beaucoup plus pailletée que la chapelure, nous, qui est passée au mixeur. En fait, celle-là, elle est un peu râpée, on va dire. Si vous allez dans les magasins, dans les restaurants japonais, chinois, et vous mangez des petites crevettes comme ça en tempura, vous voyez des crevettes qui ont comme s'il y avait plein de petites étoiles autour. C'est avec cette chapelure que c'est fait. Donc panko, ça s'écrit P-A-N-K-O pour nous, la partie, on va dire, francisée. Sinon, vous allez en épicerie asiatique et vous en trouverez. Voilà, ça coûte pas plus cher que la chapelure, on va dire, dite normale. Je mets pas toute ma chapelure parce que souvent, vous allez vous rendre compte que on consomme pas la totalité de ce qu'on a prévu. Et sachant que là, quand on fait une panure, on passe dans l'œuf, et qu'une fois que je passe l'œuf dans les autres ingrédients, eh bien, je vais pas pouvoir conserver, s'il en reste, les autres ingrédients. Donc Marie, je veux bien les œufs qui sont là-bas, s'il te plaît. Merci. Je vais vous montrer aussi comment casser un œuf, parce que la plupart du temps, vous vous servez des rebords pour casser vos œufs.
Ce qui est un petit peu dommage parce que les rebords vous font fabriquer plein de petites micro-coquilles. Le mieux, à mon sens, pour casser un œuf, c'est de le casser sur votre plan de travail. Vous allez avoir ce qu'on appelle une cassure, regardez, beaucoup plus nette. Voilà, là, j'ai absolument pas de petites coquilles. L'idée, c'est d'éviter de se retrouver avec des coquilles dedans, puisque quand vous allez à la chasse aux coquilles dans l'albumine, vous avez déjà joué à ça, hein, vous appuyez, la coquille part à droite, part à gauche. Donc le mieux c'est de faire avec une cuillère, hein, et pas avec les doigts. Donc vous voyez, un petit coup sec, je plonge les 2 pouces à l'intérieur, et j'ai plus qu'à tirer. Et ça vous sert notamment aussi quand vous voulez clarifier des œufs, c'est-à-dire enlever le blanc des jaunes. Eh bien, quand vous avez une coupure comme ça beaucoup plus nette, pour clarifier un œuf, ça se fait en 2-3 allers-retours, et le tour est joué. Voilà. Évidemment, on a besoin que ces œufs soient battus un petit peu en omelette. Donc c'est parti, on va faire... ça, c'est ce qu'on appelle une anglaise, hein, c'est des œufs battus. Vous pouvez, dans ces œufs, amener du parfum aussi, si vous voulez que vos nuggets aient une petite touche un petit peu plus sympathique. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai un petit mélange de curry, ras el hanout, avec quelques épices, un petit peu de cumin. Eh bien, on va en mettre un petit peu dans notre préparation. Voilà. Et donc cette base d'œuf qui va venir se coller sur le poulet va donner aussi un petit goût un peu particulier. Donc quand on va croquer dans notre nuggets, on va forcément tomber sur l'épice. Pensez à mettre du cumin, du paprika, plein de petites choses comme ça. Ça peut être aussi de l'ail déshydraté, de l'échalote déshydratée. Voilà, j'ai mes 3 éléments. Il m'en manque un, c'est le poulet. Donc là, je vous ai pris des jolis filets de poulet. Et on va découper des choses... un petit peu de forme allongée. Alors, en général, on découpe des morceaux qui sont pas trop gros. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand on met la chapelure autour, eh bien, on se retrouve avec quelque chose qui va prendre de l'épaisseur. Donc, vous voyez, là, je vais ici partir là. Et donc, évidemment, s'il y a des petites choses comme là, je suis en train de tomber sur une veine, on va tout simplement l'enlever. Donc ici, j'en ai une autre qu'on va enlever. On peut faire avec du poulet, on peut faire avec de la dinde. Et là, comme j'ai quelque chose d'un peu long, ben, vous voyez, je vais faire 2 tout petits nuggets. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de privilégier tout le temps les mêmes formes allongées. Hein. La cuisine dite faite maison, c'est aussi une cuisine dans laquelle on n'a pas des choses qui sont... uniforme, contrairement à ce que l'industrie a voulu mettre en place en mettant des choses qui sont tout le temps similaires. Alors dites-vous que les nuggets industriels, c'est souvent une base de viande reconstituée qu'on va faire tremper après dans différentes choses, donc c'est pour ça qu'elles peuvent avoir toujours un petit peu la même forme. On pourrait faire les nuggets avec les petits pilons de poulet hein, aussi. Là j'ai choisi de l'escalope, mais on aurait pu le faire aussi avec des petits pilons. Pas de questions du coup, on est toujours ensemble. C'est parce que j'explique trop bien, donc je vais arrêter de donner des explications, comme ça vous allez poser des questions. On est parti pour 3 petits bains. Le premier bain toujours dans le jaune d'œuf, ça c'est très important. Le deuxième bain, non je dis des bêtises, bon, là, je vais remettre dans l'ordre. Allez, farine, jaune d'œuf et chapelure, voilà. Si vous voulez avoir un petit moyen mnémotechnique, c'est toujours... le liquide au milieu des 2 poudres. Parce que moi, quand j'étais en apprentissage CAP, j'arrivais jamais à retenir. Donc, c'est 3 bols, farine, chapelure et œufs battus. Et il faut que le liquide, donc c'est-à-dire les œufs battus, se retrouve au centre des 2 poudres. La dernière poudre, c'est la finalité, c'est l'extérieur, donc c'est la chapelure. La première poudre, c'est celle qui va permettre de coller un petit peu. Alors, on fait souvent l'habitude de travailler avec une fourchette. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la plupart du temps, quand vous panez un produit, en même temps que vous panez le produit, vous panez les doigts. Et donc, vous finissez avec les doigts panés, c'est-à-dire vous avez de la farine, de l'œuf, etc. Alors, c'est beaucoup plus simple de travailler de cette façon-là. Première chose très importante, c'est toujours de venir bien tapoter l'élément que vous avez mis dans la farine. Pourquoi? Parce que si je laisse trop de farine ici, je vais avoir des grumeaux quasiment instantanément. Donc cette poudre-là, elle doit juste venir recouvrir. On la met
dans l'œuf. Et c'est là où ma fourchette, elle me sert bien, parce que du coup, vous voyez que j'ai pas mis les doigts dedans. Et là, vous égouttez bien, tout simplement, parce que plus il y aura d'œufs, effectivement, plus il y aura de grumeaux. On part dans la chapelure. Et là, je me dépanne avec mes 2 fourchettes, pour le coup. Vous voyez, apprenez à vos enfants à faire ça aussi, hein. Aujourd'hui, en plus, avec le Covid, on a tendance à... Bah, déjà que je trouvais qu'avant, se lécher les doigts, c'était pas très joli, mais aujourd'hui, je vous explique pas, hein, c'est carrément interdit. Voilà. Là, on pourrait penser que c'est terminé. Bien non, on a droit à un 2e aller-retour. Sauf que dans le 2e aller-retour, on oublie la farine, parce qu'on n'en a plus besoin. Et on repart dans l'œuf. Donc, c'est ce qu'on appelle une double chapelure. Et à quoi ça nous sert, cette double chapelure? Ça nous sert tout simplement à avoir quelque chose d'un peu plus résistant et d'avoir quelque chose d'un peu plus épais. Et aussi d'un peu plus gourmand. Voilà. Et là, regardez, je fais un 2e tour. Voilà, je vais vous montrer. Là, on a vraiment quelque chose de complètement enrobé. Je vais attraper une assiette. Pourquoi j'attrape une assiette? Parce que ces éléments, on va aller les mettre au réfrigérateur, comme je disais tout à l'heure, pour que l'humidité, voilà, vienne complètement humidifier ma chapelure. Allez, les petites vaches que vous voyez là, c'est les mascottes de l'atelier, hein. Ça fait 14 ans que j'ai ouvert l'école et elles sont là depuis... Vous les voyez toujours, hein. Elles sont sur les sites internet, elles sont sur les flyers, elles sont... Voilà, c'est un petit peu ma superstition à moi, elle nous accompagne tout le temps. Allez, on repart sur un 2e petit tour, je vais en faire 3-4. Vous voyez, vous tapotez bien comme ça, de cette façon-là. On met dans l'œuf. Ouais, j'ai mes 2 petites fourchettes qui, elles, du coup, ne se pannent pas, vous voyez, elles tiennent bien. On égoutte bien. Vous pouvez faire ça avec du cabillaud, du merlu, le saumon. Il n'y a pas beaucoup de recettes de saumon pané, mais ça peut se paner, le saumon, c'est très rigolo. Après, vous allez voir que dans la friture, ça cuit vraiment relativement vite. Vous voyez là, à nouveau, dans l'œuf. Et là, finalement, on consomme très peu de... Je préfère que vous mettiez 2 œufs pour commencer à faire vos nuggets et que vous rebattiez un œuf dedans plutôt que de mettre 5-6 œufs d'un coup et du coup, vous n'allez pas forcément les utiliser. Voilà. Vous avez vu comment c'est... Je vous montre, hein, c'est quand même assez impressionnant comment ça triple de volume. Hein, et donc, vous allez voir que on a quelque chose d'assez généreux. Allez, je mets plusieurs morceaux à la fois aussi pour aller un petit peu plus vite. Vous voyez, on les met là. Donc, toujours pareil, le petit tapotage. J'insiste, hein, mais ça, c'est super important. Hein. Vous voyez, voilà, il faut vraiment quelque chose qui est complètement dégagé de sa farine. Hein. Alors, on peut faire des petits, on peut faire des grands. Des tout petits, ça peut être rigolo à l'apéritif. Hein, ça se met... Voilà, tac. On met dedans. Alors, vous voyez, là, j'étais un petit peu en panne de chapelure. Bah, du coup, j'en rajoute un petit peu. Pas forcément obligé de tout mettre d'un coup. Voilà. Et si vous voulez faire, c'est la grande mode, vous entendez peut-être parler souvent des chromeschi ou des petites boulettes. Bah, vous pouvez faire exactement la même méthode. Par exemple, si vous avez... les Italiens appellent ça des arancini, par exemple. C'est des boulettes de riz faites avec des restes de risotto. D'ailleurs, en Italie, on ne fabrique pas du riz pour faire des arancini. Hein. On fait des arancini parce qu'il y a toujours des restes de risotto. On prend le reste de risotto, vous en faites une boule, et pareil, vous pouvez le passer... alors, la farine n'est peut-être pas forcément obligatoire dans cette histoire. Je me demande si je suis pas en train de faire un 3e tour, là, non? Non, les filles, vous n'avez pas suivi non plus? J'ai fait qu'un tour. Je me demande si je suis pas en train de faire un 3e pannage, en fait, parce qu'en même temps que je vous parle. Oui, si, j'ai l'impression. Bon, bah, vous verrez, ça sera encore plus... Je crois que j'ai fait 3 tours sur celui-là. Donc, vous mettez dans l'œuf battu et dans la chapelure, voilà. Et là, après, on les fait frire, c'est très très bon. Les falafels aussi, on pourrait les paner, même si normalement, il n'y a pas besoin. Le falafel, je rappelle, c'est à base de pois chiches. Ça marche très bien aussi. Et on peut faire plein de choses, voilà. Les petits acras de morue, on pourrait les paner aussi dans de la chapelure panko, ça donnerait très bien. Dans cette chapelure, vous pouvez mettre aussi quelques graines de sésame si vous voulez.
ou par exemple quelques graines de pavot aussi, ou sésame noir, voilà, pour donner un petit peu de relief. Alors, je termine avec celui-là, et du coup, je vais pas en paner plus. Voilà, l'idée, c'était de vous montrer. Vous voyez, bah, on est presque au bout de l'œuf. Voilà, là, on a fait des nuggets pour à peu près deux personnes, voilà, dans un repas dit complet. Vous voyez, je viens bien chercher le tout, ce qui fait que si vous mettez votre chapelure au fur et à mesure, alors quand ça arrive, ça, par contre, on s'en débarrasse de cette façon-là. Il y a un moment, effectivement, où les fourchettes finissent par se paner, hein, c'est normal. Voilà, vous voyez que là, on utilise tout, plutôt que d'avoir à jeter de la chapelure au dernier moment, ce serait dommage. On nous dit souvent de faire attention à ce qui nous entoure pour la planète, mais je pense que si on était un peu plus attentif à notre porte-monnaie, du coup, les répercussions pour la planète seraient automatiques. Hein, voilà. Apprenons ça à nos enfants, hein, d'abord faire attention à l'énergie et au portefeuille. Dites-leur que du coup, ils auront plus de cadeaux à la fin de l'année, hein, s'ils font attention. Comme ça, vous êtes sûr que ça va leur parler, il n'y a aucun souci. Plutôt que de culpabiliser tout le temps en disant oui, la planète, mais ils n'ont pas forcément cette même notion, voilà. Et puis penser à son portefeuille aujourd'hui par les temps qui courent, c'est pas négligeable. Je vais mettre tout ça de côté et puis je vais demander à Emma. Donc du coup, on remontre bien d'aller mettre cette préparation au réfrigérateur, puisque on l'a dit tout simplement, on veut que tout ça se soit un petit peu humidifié. Tiens, Emma, par la même occasion, tu pourras mettre le poulet au frais. Je vais mettre un petit coup de propre dans tout ça. Hop. Alors, on a nos lentilles qui sont en train de cuire. On a notre nuggets qui est prêt et qui est au réfrigérateur. On va lancer notre petit ketchup si vous voulez bien. Allez, je me passe un petit coup d'eau sur les mains et je suis à vous. Pas de questions? Naïma et Véronique qui ne connaissaient pas le concept de double chapelure. Ouais, mais c'est utilisez-le, hein, ça se fait, je crois que ça se fait beaucoup en Italie, au Portugal, en Espagne. Du coup, entre ça et le frigo, vous verrez que vous aurez vraiment beaucoup plus de volume, donc ça devient aussi beaucoup plus intéressant. Alors, pour une base de ketchup, on part sur de la tomate. La tomate, vous allez la trouver sous différentes formes, soit sous forme de pulpe, ça peut être aussi ce qu'on appelle de la tomate concassée. La différence de la pulpe, c'est qu'elle est plus mixée que de la tomate pelée. Alors évidemment, là les filles, on est d'accord, je suis sur de la tomate de conserve. Les marques dont je vous parle, je suis pas marié avec elles, hein, donc j'ai pas spécialement intérêt à vous parler d'une marque plus qu'une autre, mais je vous parle des marques que j'aime bien. Ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres de meilleures à côté. Là, en l'occurrence, pour des choses qu'on trouve en grande surface un peu partout toute l'année, il y a Muti qui fait des très belles choses. Alors Muti, c'est pas un petit artisan paysan au fond de la campagne, hein, c'est une grosse industrie en Italie. Mais pour les avoir rencontrés et avoir vu comment ils travaillent, il y a un beau sourcing, il y a une belle chose qui est faite. Et puis lisez encore une fois les étiquettes. Dans la sauce tomate, normalement, il doit y avoir que de la tomate, voire un petit peu de saumure, un petit peu de sel, qui sont des conservateurs. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait autre chose. Et quand on lit les étiquettes chez Muti, en général, on se rend compte qu'il y a effectivement que de la tomate. C'est peut-être faut pas que je le dise trop fort parce qu'ils vont taper dedans, mais c'est peut-être le secteur où l'industrie a le moins fait de pénétration, on va dire, dans le sens où on trouve des produits qui sont bruts et dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'additifs. Évidemment, je ne vous parle pas des sauces tomates aromatisées. Là, je les attraperai même pas sur l'étalage. Tout ce qui est sauce tomate prête à bolognaise et autres. Alors là, par contre, lisez super bien les étiquettes parce que il y a un paquet de saloperies à l'intérieur. Mais c'est juste, on se demande pourquoi il y en a autant. Donc faites-le maison, ce sera mieux. Donc pulpe de tomate.
Et ici, quelque chose que j'affectionne beaucoup, et j'en ai tout le temps dans mon frigo, quand il est ouvert, bien évidemment, sinon dans mes placards, c'est le double concentré de tomate. Le double concentré de tomate, vous pouvez en mettre vraiment absolument partout, j'en mets même des fois dans mes vinaigrettes. Ça donne du peps, ça donne un petit peu d'acidité. Vous savez qu'en cuisine, on cherche souvent l'acidité raisonnée, parce que ça amène du relief dans nos plats, et c'est important. Et ça peut contrebalancer certaines sucrosités, voilà, quand on veut faire des équilibres dans des plats. Faites une petite mayonnaise par exemple et vous mettez un peu de... À la fin, vous finissez par de la purée ou du double concentré de tomate. C'est ce qu'on appelle une sauce aurore. Mayonnaise tomatée, et vous verrez que ça donne ça change. Ouais, ça donne un petit côté corail aussi à votre mayonnaise. Ça fait parler autour de la table, hein, comme ça, par la même occasion. Donc pour faire un ketchup, il nous faut une base d'oignon. En général, on parle beaucoup sur de l'oignon rouge, parce que c'est un oignon qui est un petit peu plus sucré. On va voir comment découper l'oignon aussi dans les règles de l'art. Et puis toujours donc une base de tomates, une base d'oignon, une base de sucre. Alors ça peut être du sucre brun, tout simplement. Si vous aimez des choses un petit peu plus costauds, il y a tout ce qui est vergeoise, tous ces sucres-là qui sont un petit peu plus mélissés, plus réglissés. Dans des sucres totalement bio, qu'on va trouver en épicerie bio, il y a les muscovado, les rapadura. Regardez, c'est des sucres qui ont beaucoup plus de caractère, qui fonctionnent bien avec le ketchup. Et puis sinon, miel, sirop d'agave, sirop d'érable aussi, on peut, voilà, ça peut être une base. Moi, du coup, ici, j'ai pris du sirop d'agave aujourd'hui qu'on va mettre directement dans notre ketchup. Et puis de l'acidité. Et ça va passer par le vinaigre. Donc on va déglacer un petit peu nos oignons au vinaigre pour amener une touche un petit peu d'acidité. Voilà. Et je me demande ce titre-là si j'ai pas oublié. Je crois que j'ai pas mis la partie acide dans la recette du ketchup. C'est tout à fait possible. On va vérifier. Je sais pas s'il y a bien. Non, j'ai dû mettre. Alors c'est optionnel, hein, mais c'est vrai que c'est un plus si vous déglacez un petit peu vos oignons avec un petit peu d'acidité. N'alliez pas, oui, c'est ça. Bon, c'est une option. Allez, je remets un petit filet d'huile et je vais remettre aussi un petit peu de beurre. On va en mettre un petit peu moins que tout à l'heure. Voilà. Et on est parti pour découper notre oignon. Alors, quand vous voulez découper un oignon, pensez toujours, alors, on enlève ce qui nous dérange, on lui coupe la tête, ici, et au niveau du pied, ça je vous l'ai souvent montré, mais on va refaire un petit tour. Je vais mettre mes lunettes, hein, j'y vois plus rien. Hop. On va ici, avec la pointe du couteau, venir juste tourner ici autour de l'oignon. C'est-à-dire que j'ai vraiment que ça hein, qui s'enfonce dedans, pas plus. Et je viens découper, voilà, tout autour de la base, j'ai découpé. Ensuite de cette base, on va partir vers la tête, ici tout simplement, et sur la partie opposée, on va faire exactement la même chose. Voilà, donc découpe en bas et de chaque côté de votre oignon. Et ensuite, on va toujours enlever la peau de l'oignon avec la pointe du couteau. Évitez de le faire avec vos ongles, hein, je le répéterai jamais assez. Quand vous faites avec vos ongles, vous mettez un petit peu de jus d'oignon sous les ongles. Alors déjà, c'est un peu compliqué. Après, il faut se laver les mains. Ça sent souvent un petit peu mauvais. Et puis, ce que vous oubliez souvent, c'est que si vous avez l'œil qui vous chatouille un petit peu, et que vous allez vous gratter l'œil avec vos mains, vous oubliez que vous avez du jus d'oignon sur les doigts. Et en général, vous finissez de vous faire mal, hein, en général. Voilà, vous voyez, avec le couteau, la pointe du couteau, ça se fait tout seul. Ici, je vais le passer sous l'eau un tout petit peu. Deux raisons à ça, on passe l'oignon sous l'eau pour le nettoyer, parce que des fois il peut y avoir des petits restes de moisissure ou de poudre, et puis aussi parce que cette eau que j'ai mis sur l'oignon, ben c'est tout bête, mais elle va servir aussi d'écran, et par rapport aux projections, ça protège un petit peu nos yeux. Regardez pourquoi je voulais vous montrer, voilà, qu'est-ce qui se passe? On a la base ici, j'ai bien gardé c'est pour ça que j'ai tourné autour du pied, parce que souvent vous coupez le pied ici, donc du coup, vous n'avez plus rien qui tient votre oignon. Alors que le pied, là, c'est ce qui va tenir toute la structure. Voilà. Tout ce que je vous raconte, c'est des cours de CAP. Hein. C'est pas moi qui ai inventé cette méthode de découpe. C'est ce qu'on apprend à l'école quand on arrive
on nous donne des cajots d'oignons et on y va. Alors c'est pas fini. On place le pied à gauche et on va faire une première découpe droite. Et regardez la façon dont j'utilise mon couteau. Je suis en train de ciseler. Je suis pas en train de faire ça, hein. Là, vous les voyez tous à la télé faire ça. Je suis désolé, hein, les cuisiniers à la télé, il y en a pour les 3/4, il faudrait qu'ils retournent à l'école à apprendre des principes de base, parce qu'ils passent leur temps à vous montrer beaucoup de bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous appuyez, non seulement vous venez solliciter la structure de l'oignon, donc du coup vous l'abîmez, parce que du coup c'est quelque chose qui reste fragile, mais surtout vous venez faire gicler du jus d'oignon, alors que en fait c'est tout bête, mais quand vous ciselez, il y a pas de jus d'oignon qui gicle. Voilà. Le jus il reste à l'intérieur. Voilà, donc pensez bien à plutôt ciseler. Et quand on utilise un éminceur, d'ailleurs, les gros couteaux, on vient ciseler, on n'est pas en train de taper sur les éléments. Pourquoi? Parce que sinon, en plus, on les écrase. Et plus on tape, plus ça gicle. Plus ça gicle, plus ça atteint vos yeux. Et c'est ça qui vous fait pleurer, hein. Nos yeux fabriquent de la larme pour se protéger. Une fois qu'on a coupé droit, on va couper à l'horizontale, de cette façon-là. Alors on peut le faire soit tout droit, soit des fois un petit peu en biais, voilà, on le fait autant de fois qu'on veut. Et ensuite on n'a plus qu'à couper dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on utilise tous nos doigts pour se mettre sur l'oignon. Et vous voyez là, j'ai plus qu'à, pareil, je cisèle, hein, je passe au travers de mon oignon. Je suis absolument... Là si j'appuie, regardez, j'appuie, je viens tout exploser, hein, vous voyez, on voit bien les morceaux qui sortent. Hein. Ça sert strictement à rien. Et là votre jus en plus il reste à l'intérieur de l'oignon. Ce qui m'arrange parce que j'avais pas spécialement envie de me flinguer les yeux en direct avec vous. Vous voyez? Et on prend notre oignon. Et voilà ce qui reste à la fin. Et encore, je pourrais voilà, en consommer un petit peu plus. Voilà, donc pensez à couper vos oignons de cette façon-là. C'est valable pour l'oignon, c'est valable pour l'échalote. Les chalions aussi, si vous êtes fan, je sais pas si vous connaissez les chalions du Poitou. C'est un croisement entre l'échalote et l'oignon. On appelle ça aussi des cuisses de poulet, donc ça donne des grosses, une espèce de grosses échalotes comme ça, qui sont très, un côté un peu doucereux, un petit peu sucré. Voilà. On a mélangé nos deux corps gras. Donc ici, je vais récupérer. Vous vous souvenez, on avait mis un peu de beurre, un peu d'huile d'olive. Voilà, il n'avait pas fondu parce que j'avais pas allumé la casserole, tout simplement. Voilà. Donc on va attendre que ça fonde. On va faire revenir tous nos oignons. Si vous n'avez pas d'oignon rouge, vous faites revenir de l'oignon commun. Et si vous n'avez pas d'oignon commun, vous faites revenir un petit peu d'échalote. Alors évidemment, sur l'échalote, ça va peut-être vous coûter un tout petit peu plus cher. Voilà, on va faire revenir tout ça. Vous voyez que là, j'ai gardé de germe, hein, et ça ne pose aucun problème, puisque comme l'oignon va être cuit, je n'ai pas forcément besoin de le dégermer. Allez, il est presque 4 heures. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble et on a quasiment... alors pas terminé, on a encore quelques petites choses à voir, mais après on va s'occuper du quinoa. Là j'ai lancé en tout cas les nuggets, après il va rester des temps de cuisson très très courts, vous allez voir, le nugget c'est 3 minutes, les œufs mollets c'est 6 minutes, donc ça va aller assez vite. Et je vous rappelle qu'on a nos lentilles ici, bah tiens on va jeter un petit coup d'œil sur nos lentilles, Marie, si tu veux bien. Voilà. Ici regardez, on est à, donc j'avais mis 40 minutes, donc on est à une demi-heure, voilà. On est à une demi-heure et je vais vous montrer que déjà... Alors, il reste un petit peu d'eau parce qu'on veut faire un velouté, mais on a nos lentilles qui sont quasiment toutes cuites. Donc, je vais les laisser encore 5 minutes et on sera plutôt pas mal. Voilà. Allez, ici, on fait cuire notre oignon. Donc, ça, on va le laisser rouler tout seul. En fait, la base, c'est faire rissoler vos oignons. Ensuite, on déglace avec un petit peu de vinaigre de cidre. On attend, alors on met pas le nez au-dessus de la casserole, il va rester... que la partie acide qui va se retrouver à l'intérieur des oignons. Ensuite, on va mettre notre pulpe de tomate, on va mettre notre double concentré. Je vais en mettre à peu près la moitié. Hein. Là, il y en a un petit peu trop. Et puis après, on recouvrira avec un peu de sel, un peu de poivre, un tout petit peu de sel. Hein, dans le ketchup, il n'y en a pas vraiment besoin de beaucoup. Et puis, on mettra le sirop d'agave. Alors, le sirop d'agave, vous pouvez le mettre soit à la fin pour venir patiner votre ketchup, soit au début, une fois que vous avez déglacé vos oignons avec le vinaigre, on peut venir mettre effectivement le sirop d'agave qui va un petit peu caraméliser avant de mettre la sauce tomate. Là, je vous ai fait un ketchup ultra basique, ultra simple. Maintenant, si dans un ketchup, vous voulez rajouter
d'autres, mêler par exemple le sirop d'agave avec du miel ou avec les sucres, ou mettre des notes de thym, de romarin. Voilà, on peut faire autant de ketchup qu'on veut. On peut jouer aussi avec les piments d'Espelette, piments du Périgord, des piments beaucoup plus costauds aussi, si on va mettre des choses à l'intérieur. Allez, on laisse mijoter et on va commencer à se préparer pour le quinoa, bien gentiment. Donc je vais changer de casserole. On va se mettre ici. Et du coup, on va mettre ça au milieu. Tout va bien, Lisa, du côté de nos auditrices? Peut-être rappeler que la vidéo elle est disponible à la fin sur l'événement sur la chaîne YouTube. Alors, si vous voulez revoir un petit peu effectivement les choses comme une bibliothèque, vous retrouvez, nous quand on a fini cette vidéo, on appuie sur un petit bouton, enregistrer, et du coup cette vidéo elle devient disponible pour vous. Donc on la retrouve sur la chaîne YouTube de l'Institut Berbonnier. Et on la retrouve sur le Facebook aussi, elle traîne. Chaîne YouTube. Ouais, sur la chaîne YouTube, d'accord, ok. Donc il y a toutes les vidéos qu'on a faites, donc vous pouvez les re-regarder comme, notamment même si vous les cuisinez tranquillement, vous vous mettez la vidéo en cuisine, je reste avec vous, voilà, virtuellement, et vous avez vos ingrédients, et vous pouvez appuyer sur stop si jamais je suis allé trop vite. D'ailleurs, je vous pose des questions pour les prochains formats. Alors autant les cours en présentiel, j'ai moins besoin de votre avis, mesdames, mais bon, c'est pas que je vous le demande pas, mais en tout cas, on connaît la mécanique, la gestuelle, on sait comment ça se passe dans la réalité. Pour le digital, moi je continue de me poser des questions, parce que c'est des formats qui sont très nouveaux. Vous voyez bien que là, depuis 1 heure, j'alimente la conversation pour vous montrer plein de trucs, plein d'astuces. Les questions que je me pose aujourd'hui, c'est quel sentiment vous avez par rapport à quand vous êtes derrière votre écran? Est-ce que ce format de 2 heures, il vous semble un peu long? Est-ce qu'il pourrait être découpé en vraiment 2 fois 1 heure où on fait juste la recette et on passe à autre chose et ça vous permet de passer 1 heure avec nous et de partir, ou de faire les 2 fois 1 heure? Vous voyez, autant de choses qu'on se demande, nous, dans les équipes, quand on prépare tout ça, de savoir si ça vous plaît ou comment on peut ajuster les formats. Les autres choses que je me pose aussi, c'est en termes de contenu. Est-ce que vous avez besoin qu'on oriente certains cours vers des choses plus méthodiques, comme par exemple que de la découpe, ou par exemple un cours uniquement sur les vinaigrettes, ou sur les sauces, ou sur les mayonnaises, qui sont pas forcément des recettes de cuisine ou des menus entiers, même si ça me plaît beaucoup, ou d'orienter voilà vraiment sur de la, on va dire de la technique pure, ou aller vers des choses plus ciblées. Même si vous savez qu'à Noël, je vous fais des petits ateliers, montaditos ou tapas, où on arrive toujours à faire des petits apéros et des choses comme ça. Je vous laisse réfléchir, hein. Il faut me répondre, hein, parce que vous répondez pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Les filles, je vais vous demander les légumes. Je veux bien un navet, un petit pané, une carotte. Et là, je vais aller un petit peu plus vite, hein, si vous permettez. On va faire un petit hachis rapide de légumes. Alors, j'ai pas besoin, vous allez voir, hein, pour le quinoa, j'ai besoin d'une petite base de légumes. J'ai pas besoin de grand chose. Ici, j'ai pris, il y a le soleil qui pointe le bout de son nez. Ça fait du bien. Où êtes-vous d'ailleurs, les filles? Je vous ai même pas demandé. D'habitude, je vous demande toujours. Où êtes-vous là en ce moment dans votre salon où je vous demande pas le lieu où vous êtes, je vous demande le lieu où vous habitez. On aime bien savoir aussi d'où vous nous regardez. Allez, regardez, on va un petit peu plus vite ici. Voilà, je passe au travers et je vais tout simplement ici découper des petits bâtonnets. Ce que je veux, c'est des choses assez toutes fines, toutes carrées, parce que ma céréale de quinoa, elle est pas très grande, hein, voilà. Et au fur et à mesure, je mets dans mon petit corps gras à rissoler, tout simplement. Voilà, on va faire un petit bout de... Alors, le navet boule d'or ou navet jaune, qui est beaucoup plus sympa que son collègue, le navet violet, qui est souvent très fort, beaucoup plus prononcé. C'est vrai que celui-là, il a la cote parce qu'il est un petit peu plus doux. Et puis, chez les enfants, ils l'identifient un petit peu moins au navet. Hein. Quand on voit quelque chose de violet, en fait, en général, on pense très vite que c'est du navet ou parfois du rutabaga aussi. Voilà, donc c'est parti ici. Ça, c'était pour le navet boule d'or. Si vous n'en avez pas, vous mettez du navet violet. Hein. Et sinon, vous mettez rien du tout. Pareil, petit bout de carotte, vous voyez, hop.
n'épluchez que ce dont vous avez besoin, hein, parce que souvent quand vous épluchez, eh bien vous altérez un petit peu votre légume, ce qui est un petit peu dommage. Où sont-elles les filles? Elles nous ont répondu ou pas? Elodie qui vient de Belin-Belier. Ok. Comme moi. D'accord. Lisa aussi habite à Belin-Belier. Voilà. Et nous on est à Bordeaux-Centre. On est à Salles aussi. D'accord. On va jusqu'à Salles aujourd'hui, super. On a Christiane qui dit qu'il était venu en présentiel. Ici à l'atelier, Christiane? Ouais. Ensuite, on a Pomerol aussi, de Naïma. Salut Naïma, Pomerol, du coup c'est sympa aussi. On a Christiane dans son salon à Florac. D'accord. Et Christiane bien installée, ça va dans son salon, tout va bien. Vous n'avez pas les odeurs, hein? Quel dommage. Et oui, elle était venue à l'atelier, Christiane. Ok, oui. Alors je veux... Sur les prénoms, je me souviens moins. Après, c'est vrai que quand je vous vois, en général, voilà, vivement qu'on se revoie. Je sais pas, mais si on pourrait organiser un petit pique-nique de retrouvailles au mois de juin, il faut peut-être qu'on réfléchisse à quelque chose. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vus tous. Et ça va repartir, là. Voilà, vous voyez, carottes, et puis je vais faire un tout petit peu de panais. Je sais pas si vous utilisez le panais chez vous, qui est l'ancêtre aussi de la carotte, voilà. Un petit goût plus parfumé hein, que la carotte en tout cas. Aujourd'hui, vous avez aussi des carottes de couleur, des carottes jaunes, des carottes pourpres. Vérifiez bien que ce soit des vraies carottes surtout les pourpres. Hein. Des fois, il y a des choses qui sont un petit peu teintées. Donc à vérifier que ce soit vraiment des vrais légumes, on va dire. Et surtout, faites attention, la carotte pourpre, elle a tendance à teinter les préparations. Donc soyez pas étonnés d'avoir un risotto tout violet ou des choses toutes violettes à cause de... Voilà. Un panais de qualité, c'est un panais, vous allez voir, qui va suinter sur les doigts, qui a quelque chose de très gluant, de très visqueux. Voilà, donc quinoa aux petits légumes. Et vous allez voir que préparé de cette façon-là, vous allez vraiment apprécier le quinoa. Là, je vais le faire cuire, on peut le manger chaud, on peut le manger tiède. Il faut savoir que le quinoa, vous pouvez aussi tout simplement le faire cuire, le laisser refroidir, le manger en salade, c'est très très bon. Faites une petite vinaigrette, moi j'appelle ça la vinaigrette du soleil, vous prenez un verre de jus d'orange, vous le faites réduire dans une casserole, et quand vous obtenez un liquide très sirupeux au fond de la casserole, vous faites tout simplement, vous rajoutez vinaigre de cidre, un peu d'huile d'olive et un peu de jus de citron, voilà. Et vous avez une vinaigrette qui claque un peu, et que vous allez pouvoir mettre dans votre salade du quinoa. Pareil un petit peu comme pour les lentilles tout à l'heure, ça va aller beaucoup plus vite. On fait revenir notre base de légumes, dans laquelle je vais mettre aussi un petit peu de... Il me restait un petit peu d'oignon de tout à l'heure, un petit peu d'oignon nouveau, bien regardez. Je le rafraîchis, hein, c'est-à-dire j'enlève la partie un petit peu desséchée. Voilà, cette partie qui m'intéresse moins parce que comme elle est sèche, elle est moins comestible, on va dire. Voilà. Et puis on va tout simplement ici tailler un petit peu en biais. Voilà. Et on va le mettre dans notre quinoa, simplement. On jette un petit coup d'œil sur nos oignons, voilà, qui sont en train de rissoler gentiment. Donc on va venir tout à l'heure mettre notre vinaigre de cidre, tout simplement, et ensuite rajouter les sauces tomates. Allez, le temps que mes légumes rissolent, je vous explique 2-3 petites choses. Donc pareil, la graine de quinoa, alors je suis assez content parce que du coup on en produit maintenant en France. On avait eu un petit décalage, ça, toujours pareil avec les phénomènes de nouvelle consommation. Il y a quelques années, le quinoa était très à la mode en France, donc du coup toute l'Europe, toute la France ont signé à consommer du quinoa. Évidemment, dans les pays Équateur, Pérou, Amérique latine, où on fabriquait du quinoa, on le cultivait, on a vu ça comme une mine d'or. Il faut savoir que nous, notre consommation, elle est venue dérégler des choses là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont produit du quinoa pour l'export et plus pour eux. C'est quand même leur base d'alimentation générale. Donc voilà, et du coup il y a eu des faillites aussi chez certains
propriétaires paysans. Donc aujourd'hui, on plante du quinoa en France et on a un petit peu régulé cette histoire d'offre et de demande. De la même façon, une fois que nos légumes vont être rissolés, on va éteindre le feu pour rajouter le quinoa. Et cette fois-ci, on va peser, c'est-à-dire que autant tout à l'heure, pour les lentilles que j'éteins, ça y est, elles sont cuites. Autant tout à l'heure, pour les lentilles, on a mis un grand volume d'eau et on a mis, on va dire, à couvert. Autant pour le quinoa, on va mesurer. C'est comme pour le riz, c'est ce qu'on appelle une cuisson de pilaf. La cuisson de pilaf, c'est on va donner juste l'eau dont notre céréale a besoin pour devenir comestible. Quel est le volume d'eau dont notre céréale a besoin? C'est tout simplement le double d'eau. Voilà. Donc ici, j'ai mesuré le quinoa et je mettrai 2 fois ce volume d'eau à l'intérieur de ma préparation. De la même façon, une fois qu'ici tout va être rissolé, je vais éteindre mon feu, mettre mon quinoa. Donc faites la même chose pour les pois cassés. Les lentilles, on l'a dit, l'orge, l'épeautre, le petit épeautre, le sarrasin, enfin toutes ces céréales-là, tombées de légumes, généreuses. On éteint le feu, on met la céréale, on vient bien l'enrober avec le corps gras et ensuite on va rajouter l'eau par-dessus et on va porter à l'ébullition, frémissement, sel et poivre et on laisse à couvert. Allez, il va être temps de mettre... voyez, ça y est, les oignons là sont bien rissolés. J'ai choisi ici du vinaigre de cidre, alors on en met voilà, une bonne petite rasade ici. On va laisser s'évaporer évidemment ce vinaigre. Parce que si vous mettez la tomate et tout ça, vous allez emprisonner le vinaigre et vous ne l'aurez pas laissé s'évaporer. Ici, on peut arrêter avec nos légumes. Alors, je vais vous montrer. Voilà, on a nos petits légumes rissolés. Il n'y a pas besoin de les rissoler davantage. Là aussi, au niveau de la couleur, j'ai choisi des choses... vous voyez, on n'a pas la même coloration qu'on avait tout à l'heure dans nos lentilles. Donc, ici, une fois que c'est éteint, je prends. Alors, souvent ce que vous pouvez faire aussi, c'est refroidir un petit peu la préparation. Alors moi j'ai des cocottes, la dernière génération que j'ai ramenée d'Espagne. On est chez Bra, c'est une marque qui est faite du côté de Tarragone, en Catalogne, en Espagne. Et alors non seulement c'est joli parce que vous voyez, ça prend, du coup vous ne brûlez pas, vous pouvez attraper vos gamelles. C'est ultra léger. Et alors on a un gain de temps à peu près de 30 à 35% sur le temps de cuisson, c'est-à-dire que cette matière-là est tellement conductible, donc ça fonctionne très bien sur les inductions, que du coup ça chauffe très très rapidement. Donc on met notre quinoa, on va mettre un petit peu de sel, on va poivrer aussi un petit peu, et on va mélanger bien évidemment toute cette préparation. Voilà. Donc ce que je veux ici, c'est pareil comme tout à l'heure pour les lentilles. On vient bien huiler la totalité de notre quinoa. Allez, ça c'était les lentilles, vous voyez que j'ai arrêté il y a à peine 2 minutes. Ici j'ai voilà, tout mon vinaigre qui s'est évaporé. Alors là, vous n'avez pas les odeurs, mais ça dégage bien le nez. Et puis on va mettre notre sirop d'agave pour caraméliser un petit peu nos oignons. Alors on disait miel, sirop d'agave, sirop d'érable, des sucres bruns, plein de choses comme ça. Voilà, le temps que ça caramélise un tout petit peu, ça va assez vite, hein, ça il n'y a pas besoin de le garder très longtemps. Et je rappelle que vous n'êtes pas obligé de mettre que de l'oignon rouge, hein, on peut aussi mettre de l'oignon dit commun. Allez, bah du coup je continue avec mon quinoa. Voilà, pourquoi je continue de le remuer? Parce que le quinoa, vous voyez, pour prendre l'huile, il a besoin d'un peu plus de temps. Hein. Et d'ailleurs, là c'est tout bête, mais je le vois à la couleur. Il lui manque un tout petit peu d'huile encore. Voilà, on est bon. Et on est parti pour le double d'eau. Donc ici, tout simplement, on va récupérer la hauteur qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Mettez vraiment le double d'eau. À chaque fois que je fais du quinoa, je me dis allez non, j'en mets un peu plus, ça va pas le faire et tout. Et j'ai souvent un quinoa qui est très pâteux. Voilà. Mettez vraiment juste le double d'eau, vous allez voir que très vite,
il va gonfler, il va s'ouvrir, il va s'éclater un petit peu. Et vous allez avoir vraiment quelque chose de très joli dans l'assiette. Allez, je me débarrasse des petits grains qui ne sont pas cuits. Toujours vérifier que sur vos parois, vous n'avez rien qui traîne, hein, parce que tout ce qui est sur les parois, ça ne va pas cuire. Toujours très important. Alors, on a pris vraiment une très grosse casserole, hein, mais bon, ça va gonfler un petit peu. Allez, ici j'ai mon sirop et je rajoute ma sauce tomate. Donc, on a le vinaigre qui s'est évaporé. Et comme on le disait tout à l'heure, on va mettre à peu près la moitié. Allez, je remue tout ça et Lisa me fait signe qu'il y a une petite question. Je t'écoute. Je me demande où est-ce qu'on peut acheter ces belles cocottes en Gironde. Ah, ces belles cocottes en Gironde alors. À moins que je les importe, j'en ai pas vu encore ici. Pour tout vous dire, on est en pourparlers avec eux pour voir effectivement si on peut les faire venir en France. Sinon, cherchez, ça s'appelle Bra, B-R-A. On l'a ici, on peut montrer la marque hein, si on veut. Alors, faut savoir qu'en Espagne, là-bas, ils ont tout ça dans leur maison. Hein. Ça existe en haut, ça existe en poêle. Allez voir sur Internet si vous trouvez. Je sais pas, peut-être qu'il y a des grands distributeurs style Amazon ou d'autres choses qui les distribuent. Et sinon, vous me passez un petit coup de fil, on verra si j'arrive ça m'arrive d'en rapatrier. Ces fioles, par exemple, on les fait venir d'Espagne, on les vend ici à l'atelier. On a une quinzaine d'euros et ça, on en a toujours en stock, donc on arrive à en vendre, il suffit de passer me voir. Je reviens sur la sauce tomate. Baissez votre feu ou mettez un petit couvercle. Il n'y a rien de pire que la sauce tomate quand c'est très fort, ça gicle de partout et souvent on fait beaucoup de bêtises. Voilà, donc petit couvercle. Alors celui-là il est petit mais il est vraiment trop petit. Donc on va mettre un petit couvercle par-dessus. Voilà. Et on va laisser mijoter notre préparation bien gentiment. Voilà, tout simplement. Donc notre quinoa est en route. Là-bas, le velouté, je vais le mixer rapidement. On va laisser tout ça ici travailler. Alors, il nous reste à faire. On va s'intéresser aux œufs maintenant. Et en même temps, alors regardez, je vais déménager. On va mettre ça ici, tranquillement. Là, je vais juste mettre une petite poêle. Il nous reste une quarantaine de minutes à passer ensemble. Mais on est large, on sera pile dans les temps. Ici, je fabrique mes croûtons. Je vais récupérer le pain, voilà. Et là, j'ai une casserole pour faire mes œufs, mais pour l'instant, j'ai rien mis dedans. D'ailleurs, je vous pose une question en le temps que je coupe mes croûtons. Quelle est la première chose qu'on met dans une casserole quand on veut faire des œufs durs? Sachant que quand on fait des œufs durs, il faut de l'eau, des œufs, et à mon sens, 2 autres ingrédients que je vous laisse trouver. Passez par Lisa, vous allez voir si... Est-ce que vous allez trouver? Pendant ce temps-là, je coupe le pain. On va mettre, toujours pareil, un petit peu d'huile d'olive. On peut remettre un peu de beurre si on veut un rissolage un peu plus express. Là, je vous rappelle que j'avais gardé du pain aux figues. Et je vais faire quelques croûtons qui vont rejoindre notre velouté de lentilles. Voilà. Et ça, on fait rissoler directement dans la casserole. Alors je vous avais mis du pain rassis sur la recette, voilà, hein, du pain rassis, c'est pas du pain moisi, hein, c'est du pain dur. Souvent je fais des ateliers avec les petits, ils me disent pourquoi tu mets du pain moisi, voilà, c'est pas moisi, c'est rassis. Et faites attention à vos doigts hein, quand vous coupez tout ça, et sinon on se fait aider, on demande un petit coup de main à quelqu'un de costaud. Toujours un couteau à dents comme ça hein, quand vous voulez couper le pain. Ça fonctionne beaucoup mieux que les couteaux à fil qui viendraient s'abîmer. Voilà. Allez, on s'occupe de nos œufs. Lisa, est-ce qu'ils ont trouvé les filles la première chose qu'il fallait mettre dans la casserole? Du sel dans l'eau. Alors, on met du sel dans l'eau, ouais, mais ça ne me dit pas... Donc je commence par le sel, c'est ça l'idée? Alors vous allez voir, on met du vinaigre. On met du sel, on met des œufs bien évidemment, et on met de l'eau. Allez les filles ici, qu'est-ce que vous mettriez en premier? Eau, vinaigre. Hein? Eau, vinaigre. L'eau et le vinaigre? Ouais. Non.
Non, allez, on reprend, on met la balle au centre. Le premier élément qu'on met dans la casserole, c'est les œufs. Et oui. Pourquoi? Pour plein de raisons. La plupart du temps, vous mettez l'eau. Alors, vous portez l'eau à ébullition. Donc, du coup, quand vous mettez votre œuf, pim, l'œuf, il éclate. Pourquoi? Parce que vous avez fait un choc thermique. Forcément, hein, l'œuf directement au contact de l'eau, il y a une petite explosion, mais quasiment instantanée. Alors, vous vous retrouvez avec de l'eau dans laquelle vous voyez du blanc d'œuf. C'est quoi? C'est l'albumine, en fait, qui est sortie de l'œuf et qui, du coup, continue de s'étaler. Alors, déjà, pour contrer cette petite fuite d'albumine, parce que ça peut arriver même quand on met les œufs au début et qu'on commence à les faire bouillir, qu'il y ait une coquille qui se fêle, effectivement, on met du vinaigre. Pourquoi? Parce que le vinaigre, il vient, en fait, cautériser l'albumine. Vous avez une recette d'œufs pochés. Là, je rappelle qu'on fait des œufs mollets. Même si vous allez m'excuser, parce que dans le titre de la recette, j'ai fait une petite boulette, décidément, sur ces fiches, on ira les changer tout à l'heure. Dans le titre, c'est œufs pochés avec velouté de lentilles. Et si vous regardez dans le déroulé de la recette, c'est œufs mollets. Voilà, on fait pas des œufs pochés, on fait des œufs mollets, c'est-à-dire des œufs cuits dans leur coquille et cuits dans l'eau. L'œuf poché, c'est une cuisson hors coquille, toujours dans l'eau, mais dans une eau vinaigrée. Pourquoi? Parce que quand on fait ça dans une eau vinaigrée, ou dans une eau avec du vin aussi, ça fait des œufs pochés à la bourguignonne, eh bien, au contact du vinaigre ou de l'acidité, l'albumine va se coaguler plus facilement que dans l'eau. Donc le vinaigre sert à ça. Donc du coup, quand vous avez mis du vinaigre et de l'eau et que vous avez une petite fuite d'albumine, vous vous retrouvez avec un œuf qui a comme une espèce de petit bouton, comme une espèce de petite verrue, mais en tout cas, l'albumine n'a pas pu s'échapper puisque dès qu'elle sort, au contact du vinaigre, elle se cautérise et elle forme un petit bouchon. Voilà. Le choc thermique, c'est une chose, mais quand vous mettez aussi votre casserole pleine d'eau, alors la plupart du temps, vous avez mis trop d'eau, vous la chauffez, au moment de rajouter vos œufs, vous n'avez pas pris en compte qu'il y a une masse supplémentaire, donc vous avez votre volume d'eau qui augmente, et là, vous êtes obligé d'aller jeter de l'eau. Donc encore manipuler de l'eau chaude, du coup, vous avez mis trop d'eau, vous avez chauffé plus d'eau que la moyenne, vous avez consommé beaucoup plus d'électricité ou de gaz qu'il en aurait fallu si vous aviez mis moins d'eau. Vous prenez des risques parce que vous vous baladez avec une casserole d'eau à travers la cuisine jusqu'à l'évier. Enfin bon, bref, vous voyez, ça n'a que des désavantages. Et puis, il y a aussi autre chose que vous faites très souvent, c'est que quand vous mettez les œufs dans l'eau, alors, en plus, vous avez peur de vous brûler si vous le faites avec les mains, donc vous lâchez l'œuf. Donc forcément, en lâchant l'œuf, ça éclabousse, et là, donc vous êtes sûr de vous être brûlé. Et puis, l'autre petite chose, c'est que du coup, vous lâchez l'œuf. Alors l'œuf, vous pensez que parce que vous l'avez mis dans l'eau, il va gentiment flotter jusqu'en bas. Ben non, il tombe quand même, hein, même si l'eau retient un petit peu, il tombe quand même pile au fond. Il vient effectivement se briser légèrement au fond de la casserole, et c'est comme ça que vous vous retrouvez un petit peu avec l'albumine. Voilà. Donc, voilà pourquoi la première chose qu'on met dans une casserole, ce sont les œufs. Voilà, et on commence par ça. Et ensuite, effectivement, alors, certains chimistes ont critiqué la chose, moi je l'ai toujours fait, on met du gros sel, soi-disant ça viendrait durcir la coquille de l'œuf. Alors, certains chimistes nous disent le contraire, que finalement le gros sel, ça vient fragiliser la coquille de l'œuf. Donc les gars, mettez-vous d'accord, moi j'ai toujours mis du gros sel, j'y crois, après, voilà, hein, on va pas refaire la révolution autour des œufs. Et donc, là, effectivement, je mets de l'eau. L'avantage de mettre l'eau après, c'est que vous êtes sûr de mettre juste l'eau dont vous avez besoin et pas plus, pas moins. Voilà. Là, c'est bon. Si vous avez un œuf qui flotte, c'est pas bon signe. En général, c'est un œuf qui est pas frais. Et je sais pas si vous allez... j'ai plus d'œufs sous la main, mais comment on reconnaît... Ah si. Comment on reconnaît un œuf cuit d'un œuf cru? C'est tout simplement, regardez, l'œuf cru, il a du mal à tourner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de l'albumine dedans qui bouge, hein, donc c'est ça qui l'empêche de tourner. Alors qu'un œuf dur, vous le mettez et c'est une vraie toupie. Donc si vous posez la question des fois de savoir si vos œufs sont crus ou durs, faites-les tourner. Voilà, vous voyez là, il a du mal à tourner. Alors que on pourra le montrer tout à l'heure avec un œuf mollet et encore, ce serait plutôt avec un œuf dur. L'œuf dur, il tourbillonne sans arrêt. Voilà. Et du coup, je mets mon vinaigre. Voilà. Ça, c'est pour la base. Et je voulais expliquer pour les œufs. Et là, j'ai mes petits croutons qui sont prêts. On va le faire tout à l'heure encore un petit peu. Mais c'est aussi la base pour les légumes. Hein. C'est-à-dire que quand vous voulez faire ce qu'on appelle une cuisson à l'anglaise, vous mettez tout simplement vos
vous mettez tout simplement vos légumes avant, vous recouvrez d'eau, et en général, il n'y a pas de souci, comme ça vous mettez juste l'eau dont vous avez besoin. Allez, le ketchup est en train de cuire. Le quinoa, je vais vous montrer, mais normalement il ne faut pas l'ouvrir en cours de cuisson. Voilà, et si vous ouvrez, faites attention que toute l'eau retombe dans la casserole. Vous voyez, on a encore beaucoup d'eau, mais du coup mon quinoa est en train de gonfler, voilà, bien gentiment, mais sûrement. Donc on le laisse encore une petite dizaine de minutes. Alors, je vous disais tout à l'heure, 3, 6, 9. En fait, le petit principe pour savoir comment calculer, c'est à partir du temps de frémissement. C'est-à-dire que vous allez compter 3 minutes pour des œufs coques, 6 minutes pour des œufs mollets et 9 minutes pour des œufs durs, à partir du moment où l'eau a commencé à frémir. Voilà, le temps de cuisson ne se compte pas à partir du moment où j'ai mis mes œufs. Et puis on a au préalable, avant de démarrer cette émission, avant de démarrer, c'est la déformation de la radio, avant de démarrer ce petit temps ensemble, on a placé un petit bol d'eau au réfrigérateur, plutôt que de mettre des glaçons, voilà, pour avoir une eau un petit peu glacée. Ce qui fait que je vais sortir directement mes œufs au bout de 6 minutes. Donc Emma a déjà préparé son petit minuteur, voilà, et on va mettre en route les 6 minutes. Tu vas pouvoir commencer, Emma, d'ailleurs, parce que du coup, ça va pas tarder à frémir. Ouais, d'ici 10 secondes, voilà, on attend un tout petit peu encore. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je continue. Tout va bien? On a Elodie qui nous dit qu'elle sort ses œufs du réfrigérateur pour qu'ils soient à température ambiante. Oui, ça peut aider. Après, je suis pas sûr que ça ait une incidence. On en parle souvent de la température des œufs par rapport à la mayonnaise. On dit souvent que quand on veut faire une mayonnaise, si tous les éléments sont pas à la même température, la mayonnaise a du mal à prendre. Alors on part du principe que comme on met pas les huiles au réfrigérateur, c'est plutôt l'œuf qui va sortir avant. À mon sens, pour la mayo, déjà quand vous cassez vos 2 jaunes et que vous mettez soit un peu de moutarde, soit un peu d'épices et du sel, et que vous tournez, déjà vous réchauffez un petit peu, enfin, on enlève un peu de froid de cette préparation, donc en général ça marche bien. Pour les œufs, peut-être qu'effectivement le fait qu'ils soient moins froids, ça peut... donc j'imagine qu'après elle les met directement dans l'eau chaude alors. Ouais, c'est ça. C'est du coup parce que sinon vous les sortez directement du frigo dans la casserole et l'eau et il n'y a pas d'incidence particulière. Voilà. Allez, ben moi je vais récupérer, puisqu'il ne manque plus grand chose, je vais mettre en route. Alors, ici, on va mettre de l'huile à chauffer. On va vérifier ici. Le ketchup, je ne vais pas le pousser plus loin, vous voyez, mais on peut y aller. On va le voir au niveau de la couleur, hein. Quand il prend une couleur un petit peu plus sombre, comme ça, un petit peu plus rouge, on est bon. Et là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent le ketchup. Parce qu'il y a ce côté un petit peu acidulé. Alors évidemment, là, on peut le faire cuire beaucoup plus longtemps si on voulait. On va récupérer nos nuggets, Marie. On va récupérer l'huile qui est là-bas. On va pousser simplement, on va faire notre cuisson. C'est en bas. Voilà, ici, pour les nuggets. Là, on est parti, du coup, on a démarré le temps de cuisson. Ouais, ok, allez. Voilà, donc là, on a, avec la chapelure, ça c'est un petit peu plus, voilà. Et Marie, je veux bien l'huile qui est là-bas, le petit flacon, et on va faire frire. Donc là, j'ai pris de l'huile de pépins de raisin. On va faire un petit bain de friture, voilà, dans lequel on va, vous voyez, j'ai pas besoin d'en mettre plus, hein, parce qu'on va les retourner, nos nuggets, après, tout simplement. On va peut-être mettre un petit chouïa. On va en mettre un petit chouïa plus ici, un petit peu plus haut par contre. Voilà. Tac. Et ici, le quinoa, il lui reste 5 minutes. Et là, je vais faire un tout petit peu de bruit. Je vais aller mixer mon velouté de lentilles. Alors, on va passer peut-être de ce côté-là, si tu veux bien. Emma, voilà, pour montrer. Je vais vous montrer les filles comment mixer dans l'évier, parce que pour plein de raisons. Déjà, vous avez souvent tendance à utiliser les mixeurs directement sur vos plaques de cuisson. Alors, si je suis sur une gazinière, c'est pas le bout du monde.
si je suis sur des tables à induction ou des tables à radiant ou à halogène, il faut vous dire qu'il y a pas mal d'électricité dessous, il y a pas mal d'électronique. Donc quand vous mixez directement sur vos tables, vous envoyez plein de vibrations dans vos tables de cuisson. Pour l'induction, c'est quasiment, vous êtes sûr de les péter très rapidement. Donc déjà, on évite de mixer au-dessus des tables à induction. Et puis, vous allez voir que quand on mixe dans un gélier, eh bien, on a plein d'avantages. Déjà, l'avantage, c'est qu'on est beaucoup plus bas au niveau de... Si j'avais été sur ce plan de travail-là, vous voyez que je vais avoir... alors, je vais le mettre ici. Je vais avoir tout simplement mon mixeur, je suis obligé de le lever beaucoup plus haut par rapport à mon bras. Alors qu'en fait, en me mettant ici, je vais avoir le mixeur qui est plus à une hauteur raisonnable. Enfin, j'ai fait un nœud, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va l'enlever. Voilà, et ça va être beaucoup plus facile de mixer de cette façon-là. Ça va aussi permettre à tout ce qui est éclaboussure de rester dans une zone plutôt maîtrisée autour de l'épaule. Alors je fais un petit peu de bruit, allez, je vous laisse 2 secondes. Voilà, alors là vous regardez, on a une préparation qui est qui reste quand même un petit peu épaisse. Donc on va lui rajouter un tout petit peu d'eau pour la lisser un tout petit peu. Voilà, n'ayez pas d'inquiétude, hein, ça enlève absolument rien au goût. Voilà. Alors moi pour ce que je veux obtenir, on est largement bon, on va dire au niveau du mixage. Cherchez pas forcément, on a avec cette nouvelle mode là, vous savez des robots là qui commencent par un T et qui finissent par un X et qui coûtent une fortune. On a l'habitude d'avoir des choses comme ça très 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 mixées. Alors oui, on aura, allez, on va se retrouver là-bas. Oui, on aura plus de velouté, on aura quelque chose de plus lisse. Mais moi, ce dont j'avais envie là, c'était d'avoir quand même... On est presque arrivé, hein, non? Ouais, presque. J'avais envie d'avoir un peu plus de structure, voilà. Et on appelle ça la mâche. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais en tout cas d'avoir de la texture en bouche. Il n'y a rien qui m'agace de plus de manger quelque chose de complètement lisse en permanence. Donc, gardez quand même un petit côté granuleux quand même dans votre velouté. La soupe de lentilles comme ça c'est hyper bon, hein. Vous faites revenir 2-3 lardons, vous remettez pareil un œuf mollet, un hachis de persil un petit peu généreux et vous avez alors on appelle ça la comfort food aujourd'hui, les plats réconfortants. On n'a pas attendu d'y mettre des termes anglais pour être sûr que ce soit bon, mais en tout cas voilà, ça donne des jolies choses. Est-ce que je peux sortir mes œufs, mademoiselle? Oui. On est bon, hein? Vous voyez, j'ai presque un compteur dans la tête. Je veux bien l'eau glacée qui était au réfrigérateur, Marie, s'il te plaît. Vous imaginez pas, c'est hyper confortable hein, d'être entouré de filles comme ça, qui m'aident à faire plein de choses. Voilà, hop. Et là, qu'est-ce que je cherche à faire? Je veux stopper vraiment la cuisson de mes œufs le plus vite possible. Voilà. On est bon. Pendant ce temps-là, je mets un petit coup de propre. Alors regardez, ça c'est la magie des plaques à induction aussi. Hein. Comme ça ne chauffe qu'au milieu et très peu. C'est vrai que de suite, on obtient... on peut tout nettoyer en 2 secondes. Donc là j'ai mon huile qui commence à crépiter. On va pouvoir faire revenir nos petits nuggets. Voilà. Alors je rappelle ici, voilà, on avait cette partie-là, le ketchup. On a quasiment tout. On jette un petit coup d'œil sur le quinoa, tiens, avant de partir sur la friture. Et après, on va dresser tout ça. Alors regardez, le quinoa, une fois que vous avez... je vous montre ici, voilà. Est-ce que tu peux voir des mains? Ouais. Voilà, vous cherchez à... Vous poussez un petit peu votre masse. Et là, si vous avez 0 retour d'eau, on est bon. Ça veut dire que votre quinoa, il est prêt. Là, il va continuer de gonfler un petit peu, donc on va le laisser. Et par contre, je vais éteindre le feu. Voilà. Et là, on est prêt.
Alors, ici, ça explose un petit peu. On va faire attention. On va prendre une pince. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une... Moi, j'ai l'habitude, hein, je le fais à l'oreille. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettez un tout petit peu de chapelure dans votre huile et vous allez voir comment elle réagit. Et vous savez que vous pouvez mettre le reste de vos... vous pouvez mettre vos nuggets à l'intérieur. Si votre huile elle est à la bonne température juste pour frire, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va commencer à frire et du coup, l'huile étant suffisamment chaude, ça frit mais ça ne pénètre pas à l'intérieur. Le phénomène qu'on a à l'inverse, c'est quand on a des huiles qui sont pas assez chaudes. Et par exemple, vous faites des frites, on appelle ça une éponge à huile ou une pompe à huile parce que tout simplement, comme l'huile n'est pas assez chaude, le produit a tendance à l'absorber. Voilà. Alors que vous regardez des frites, quand vous faites un panier de frites ou des légumes comme ça dans une huile juste à la bonne température, effectivement, ça saisit, mais on n'a pas on n'a pas d'absorption. Après, on a préparé ici une assiette avec un petit peu de papier sulfurisé et ça va finir d'éponger ma préparation. Alors vous allez voir, la chapelure panko, c'est assez magique. Ça fait un petit côté coloré. Voilà, on va les laisser revenir un petit peu. Et pendant ce temps-là, moi je vais faire un petit peu de ménage ici pour commencer à faire le dressage. On a Véronique qui demande à quelle heure elle vient manger. À quelle heure il vient manger? Bah, alors Véronique, ce que vous savez pas, c'est qu'en plus les filles, souvent je leur fais un petit doggy bag, donc elles repartent avec des trucs. Je sais pas où est Véronique, si elle est du côté de Bordeaux. Bah, vous n'avez pas beaucoup de temps pour venir, hein. Voilà. Mais ce serait avec grand plaisir. Est-ce qu'elles nous ont répondu les filles sur les formules, sur ce qu'on fait, sur ce qu'elles aimeraient faire? Alors. Non. Déjà, on a Meg qui vient de Malaga. De Marbella, pardon. Marbella, ok, magnifique, super. Mais qui est à Marbella ou qui est en France? Non, il ne me semble pas, parce que c'était la question que vous aviez posée de... Allez, vous êtes à Marbella là directement, là, en ce moment? Alors. Chouette. On a eu bonne idée pour le pique-nique. Ouais. Ouais, alors après, moi je suis comme ça, hein, j'avance plein de trucs. Après, faudra vérifier du côté de Bergo si tout va bien. Hein. Mais moi, je suis partant. Allez, on a nos œufs. Eh ben, je vais les peler, on va dire, je vais les écaler. Et là, on est presque bon. Hein. Et Véronique va avoir un peu de retard parce qu'elle vient de salle. Ah oui, bah oui, salle, ouais. Puis alors, ce matin, c'était bouché de partout aussi, hein, donc... Alors, pour la préparation des œufs, je vous ai choisi deux récipients. Pensez aussi à la jolie vaisselle. Là encore, je vous parle souvent d'un magasin qui s'appelle Essor. Alors, j'ai pas fini de vous en parler parce qu'il va se passer plein de choses là-bas. Essor, ça s'écrit E2SOR. Allez voir, il y a un très beau site internet, il y a une page Facebook aussi. Je vous en parle pourquoi? Parce que Essor me suit depuis 10 ans, partout où j'ai besoin de vaisselle, sur mes salons, la Foire de Bordeaux. Je serai au salon de l'agriculture d'ailleurs au mois de mai à Bordeaux. On a toujours des démos avec des chefs et on a besoin de jolies vaisselles. Regardez, là on est chez Villeroy et Bosch, ou Bock. Ça c'est la série ivoire et cuivre. C'est juste des choses magnifiques. Pourquoi je vous en parle? Parce que Essor c'est ouvert aux particuliers aussi. On imagine que c'est un magasin que pour les pros. On est rue Edmond-Besse. Regardez, c'est pas très loin de métro à Bordeaux-Lac. Vous pouvez y aller. Et vous trouvez des choses à l'unité en plus, pas très chères, voilà. Allez-y de ma part. C'est vraiment une super... Ils aiment pas que je dise caverne d'Alibaba, mais c'est une vraie caverne d'Alibaba. Il y a plein de trucs sympas. Il n'y a que du neuf, hein, bien évidemment. Ça aussi, on est chez Casa Alegre, c'est de la vaisselle portugaise. Ils appellent ça le caillou ou le galet, voilà, parce qu'il n'y en a pas un qui a une forme différente, enfin identique, je veux dire. Il y a vraiment des très très belles choses. Ça fait du bruit, hein, du côté de la casserole. Il devait y avoir un petit peu d'eau, je pense, dans l'huile. Allez, on va sortir, regardez, on va sortir les nuggets. Voilà. Et là, je vous montre. Si l'huile est à bonne température, on voit bien que
elle était sur le dessus, mais vous allez voir que finalement, un nuggets fait maison, c'est pas si gras que ça. Alors qu'un nuggets du supermarché, je suis pas sûr que ce soit pas très gras. Parce que les miens, vous pouvez les manger avec du bout des doigts. Hein. Alors, on est, si vous voulez faire des fish and chips, on est à peu près dans le même délire. Hein. C'est joli hein, derrière la caméra, j'imagine. Mmh. Allez, il nous reste donc, du coup, je vais prendre mon œuf, on va l'écaler. Certains disent éplucher. J'aime bien le terme aussi. La petite technique, quand vous voulez être sûr d'enlever les coquilles, c'est de commencer par casser vos œufs. Remettez-les dans l'eau. Alors, il y a un truc très rigolo à faire. On n'avait pas le temps aujourd'hui, mais faites des œufs mollets comme ça, ou des œufs durs. Cassez les coquilles et allez les mettre dans de l'eau dans laquelle, par exemple, vous avez mis du jus de betterave. Vous savez, quand vous achetez votre betterave en paquet, gardez le jus, mettez-le dans l'eau et laissez quelques heures, voire toute une nuit, vos œufs dedans. Ce qui fait qu'après, vous aurez ce qu'on appelle des œufs marbrés. C'est-à-dire quand vous allez finir de les écaler, vous aurez plein de petites marques roses sur vos œufs. Ça fait un truc assez joli. Ça peut se faire aussi avec les épluchures d'oignons qui teintent. On faisait de la teinture d'ailleurs hein, pour les vêtements avec les épluchures d'oignons. Vous mettez vos épluchures d'oignons dans de l'eau, vous le faites bouillir. Et ensuite, vous laissez refroidir et vous mettez vos œufs dedans. Donc ça fera, ça donnera une petite teinture. Voilà. Donc là, je vais finir de les éplucher. Enfin, les écaler, on ne dit pas éplucher pour les œufs. Et on va récupérer nos nuggets. On a tout ce qu'il faut pour assembler notre petite chose. Alors j'en ai un qui me fait un petit coup de Trafalgar. C'est toujours pareil. C'est toujours quand on est en direct que... Vous voyez, hein, ça arrive même au plus grand. Celui-là, c'est un petit peu défait. Toujours pareil, on n'est pas dans les produits, donc des fois, on a des choses qui s'abîment plus facilement. Je vais le mettre ici. On va en faire un autre. On va sortir les deux nuggets, et puis maintenant, on va venir assembler la totalité de notre préparation. Et on en aura fini pour cette entrée et ce plat. Donc évidemment, sur ce cours-là, on ne fait pas de dessert, parce que vous imaginez, on n'a pas... Voilà, on n'a pas 3 heures de présence avec vous, donc c'est toujours un petit peu plus... Il faut que ce soit un peu plus ramassé. Voilà. On a eu des réponses quant au format ou tout ça, non, finalement, Lisa ? Ok, donc c'est que tout vous convient, hein, j'ai l'impression, visiblement. Bon, on regarde l'idée du pique-nique, alors j'en parle en haut lieu, on va faire référer tout ça. Je connais un très bel endroit sur les quais du côté de la Bastide, hein, pas du côté du Miroir d'eau, mais de l'autre côté où on est très bien. Voilà. Alors, pourquoi j'ai du mal à... Pourquoi je prends des précautions pour les caler? C'est que je vous rappelle qu'on a fait un œuf mollet, donc je vais vous montrer. Hein. Donc du coup, il est encore... il n'a pas été entièrement pris à l'intérieur. Donc si vous y allez... de façon trop rapide, vous allez l'exploser. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'autre. Voilà. Alors, c'est parti. Je sors les derniers nuggets. Vous voyez, ça va assez vite. Hein, 3 minutes à peine, selon que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus ou moins doré. Et là, on sera parfaitement cuit à l'intérieur. Voilà. Ici. Alors, dans cette première préparation, on va mettre le velouté. Donc moi j'ai choisi une texture qui reste encore un petit peu crémeuse. Hein. Pourquoi? Parce que je veux quelque chose qui tienne. Donc ici je vais vous faire une proposition. Ici on va en faire une autre. Voilà. On va mettre notre œuf au milieu de tout ça. Donc là, on voit bien qu'elle est à l'intérieur. Donc celui-là, on va le découper après. Hein. En général, ça se présente de cette façon-là.
Et je vais y mettre, juste au moment de vous présenter le plat, j'y mettrai un petit coup de couteau. Voilà, on met 2-3 croutons. Donc pensez au pain aux figues, hein, ça se marie super bien avec le reste. Et puis si vous êtes fan d'herbe, là j'avais un tout petit peu de coriandre sous la main. Si vous n'êtes pas fan de coriandre, vous mettez du persil, hein, voire du cerfeuil. Ça marche très très bien aussi. On vient saupoudrer un tout petit peu de coriandre. Et on n'oublie pas de mettre toujours une petite pointe de sel. Mettez quelques grains de sel. C'est le cas de le dire, voilà, mettez votre grain de sel. On va mettre ça là. Emma, si tu veux bien, voilà. L'autre à côté. Et puis, je vais vous faire le dressage. On a choisi une autre assiette. Ici. Donc, souvenez-vous, on avait notre quinoa. Et ben, on va y revenir, regardez, le quinoa. Emma, tu vas t'approcher un tout petit peu. On va voir que ici, vous voyez, le quinoa, une fois qu'il est... on l'avait poussé, vous vous souvenez, tout à l'heure, hein, ben là, vous le mélangez un tout petit peu. Voilà. Et regardez, voilà, on a un grain de quinoa qui est juste éclaté. Il n'y a pas d'eau du tout à l'intérieur. Donc là, on va juste... Je vais me mettre là pour que vous y voyez. Alors aujourd'hui, on a pris une habitude aussi d'arrêter avec tout ce qui était en porte-pièce et de vouloir toujours faire des formes complètement précises. Faut savoir qu'il y a des modes en cuisine, hein, ça va, ça vient. Donc après, voilà, on peut choisir de présenter les choses un petit peu comme on veut. Voilà, et vous mettez votre ketchup comme bon vous semble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un petit de l'autre côté. Voilà. Comme ça, ça va équilibrer les choses. Pareil, quelques grains de sel. La proposition de mettre quelques grains de sel sur le plat, vous allez voir, c'est toujours intéressant parce que vous allez pouvoir, plutôt que de mettre la salière, quand on goûte comme ça et qu'on tombe sur un petit grain de sel, ça donne toujours un petit côté un petit peu sympa. Je remets un tout petit peu d'huile d'olive sur mon quinoa. Voilà. Regardez ce qu'on avait tout à l'heure. On était à peu près ici. Voilà ce que j'ai consommé, voilà, sachant qu'on a fait un repas pour plusieurs personnes. J'ai rien oublié. Pourquoi j'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose? Je vais faire le petit tour là-bas et je vais donner un petit coup de couteau. On est presque au bout de cette séance de cuisine. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez oublié de me dire, ou est-ce qu'il y a des choses que vous... Les mots doux, vous oubliez, la Saint-Valentin c'est passé, hein, donc si vous avez d'autres choses à me dire, vous me dites. Et puis on va se donner rendez-vous pour la prochaine fois. Regardez comme c'est joli. Alors ce qui est très chouette, c'est, et on aime bien souvent le faire, c'est le petit coup de couteau à la fin, qui fait qu'après on a voilà, on a l'œuf qui vient couler. Là. Donc pensez bien, 6 minutes, et vous stoppez vraiment la cuisson dans de l'eau froide. Donc le top du top, voilà, regardez comme c'est joli. Le top du top, c'est vraiment de venir mettre l'œuf dans cette eau froide. Vous vous souvenez tout à l'heure qu'on avait mis au réfrigérateur, et sinon on met des glaçons. Voilà. Lisa, on fait un petit tour de piste du côté de l'écran pour voir si il y a des choses avant qu'on se quitte, pendant que Emma est en train de faire un petit tour de piste. Tu peux vraiment aller plonger dedans, Emma, si tu veux. On a faim. On a une petite réponse pour le format. Ouais. Un mix de tout. Un mix de tout, d'accord. Ça m'arrange, ça va arranger mes affaires, ça c'est bien. Merci les filles. Sinon, on a magnifique, merci chef. Bon, c'est gentil, ça me touche. Je finis par 2-3 petites choses. Donc les recettes, vous les avez sur la page Facebook, onglet discussion. N'hésitez pas à aller voir. Je pense qu'elles sont en plus téléchargeables.
En bas, je vous ai dit à mon 06, donc envoyez-moi les photos de vos plats. J'adore recevoir. Je vous réponds en général tout le temps. Sur les photos qui tombent le dimanche, vous m'excuserez, je prends le temps de vous répondre le lundi. Et puis j'espère qu'on se retrouve très vite en présentiel ici à l'atelier. Je vous le dis, toute une série de balades, de food tours, parce que ce sera important aussi qu'on aille tous s'aérer un petit peu. On a perdu l'habitude de sortir. On aura peut-être encore les masques obligés. En tout cas, je vous prépare une très belle balade sur la rue des Remparts, chez Nouvelle Vague, Olivier & Co, Maison Saugnon, le chocolat. Il y a Emma qui dit oui derrière cet écran parce qu'elle a eu la chance de la faire avec nous, avec un petit groupe, il n'y a pas très longtemps. Donc gardez ce distanciel et ce présentiel pour garder aussi des bonnes habitudes. On met l'idée du pique-nique en quelque part suspendu. On va en parler à Laura Innocenti, à Léry et aux équipes de Bergonier. Et puis moi je vous dis, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous rappelle encore l'énorme et l'immense plaisir que j'ai à passer ces 2 heures avec vous. À chaque fois, c'est du fond du cœur, c'est vraiment toujours un très beau moment. Cuisiner, partager, montrer ces recettes autour de vous, montrer qu'on peut faire des nuggets sans avoir à rougir de honte. Et mes recettes sont les vôtres, donc faites-en ce que vous voulez. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Merci à Emma, à Marie et à Lisa de l'Institut Bergonier qui étaient là pour nous. Lisa fait non, je ne veux pas vous montrer à l'antenne. On était rue Pelleport. Allez faire un petit tour sur mon site chef-jésus.fr. Et d'ailleurs, il y a une belle surprise qui s'annonce. Dans une semaine, on a le tout nouveau site qui arrive et qui va venir écraser celui qui a déjà 3 ans. Je vous inviterai à y faire un tour. Voilà, vos référencements nous font aussi grandir et nous permettent de toujours nous montrer au plus grand public. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les filles. Ciao, ciao.